De vous retrouver encore ce matin sur les antennes Equinox Télévision pour le cadre de 10-12 de Zénith, votre talk show qui vous permet du lundi au vendredi de rester en haleine quant à l'évolution de la société, mais surtout des sujets qui font bouger la République. Comment l'analyserez-vous ce matin? Comment les apprécierez-vous? Vous avez, comme la coutume le veut justement, les plateformes 10-12, le Zénith ou encore Equinox Télévision qui vous permettront, madame, messieurs, de rester fidèles, mais surtout de réagir de façon instantanée. La grande famille est au complet ce matin. Charlamagne Bathiou, Dominique Audrey Oyengelek, Jean-Paul Chouniat et Karine Santia, ensemble, unis encore ce matin pour la même mission, vous servir, mais surtout vous présenter la vraie image, bien évidemment, du Cameroun. Je vais déjà de ce fait dire bonjour à Charlamagne Bathiou qui est avec nous ce matin. Bonjour Charles. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Un bonjour particulier à 3 personnes. Au ministre de l'administration territoriale, au délégué général à la Sûreté nationale et au secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, Galax et Toga. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a un gang de jeunes qui désormais sévit dans les quartiers. La preuve, hier, ils ont fait éruption à Makepe. À Makepe, là où se trouvent les data, une structure data d'une entreprise de téléphonie mobile. Ils ont délesté, ils étaient armés de machettes, les machettes qu'on interdit au nord-ouest et au sud-ouest. Ils détenaient des machettes, ils avaient des gourdins. Ils ont agressé sur près d'1 kilomètre. 1 kilomètre, tout le tracé, partant du carrefour, Bokom, sans publicité, jusqu'à cette zone, passant Bensikina, tous descendaient. Où est passé les forces de l'ordre? On se rappelle qu'à l'époque, lorsque le commandant Abakashi était sur place, il était la terreur de ces différentes personnes. Pourquoi l'avoir muté? Trop d'insécurité à Douala désormais. Trop d'insécurité, vous le dites très bien, Charlamagne Bathiou. Vous n'interpellez pas seulement ces hautes personnalités, mais surtout ces hauts commis de l'État qui sont susceptibles de garder les biens et les personnes du Cameroun, étant donné que ceci renvoie aux missions régaliennes du chef de l'État lui-même. Il est important aussi de lui dire, monsieur le chef de l'État, Douala vit dans l'insécurité. Vaudrait-il peut-être qu'on revienne avec les opérations qu'on a connues ici à un moment donné, mais qui ont permis à ce que la sécurité soit imposée dans la ville de Douala. Jean-Paul Chouniat, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à tous nos téléspectateurs. Karine Santia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Je vais aller dans le même sens que M. Bathiou ce matin pour m'intéresser à ces gangs de malfrats de tout jeunes qu'on appelle aujourd'hui les microbes qui sévissent dans les quartiers de Douala, Yaoundé, Boya et Deya et dans tous les quartiers des grandes villes du Cameroun et qui agressent des citoyens, blessent, parfois violent même pour récupérer les biens. Lorsque M. Bathiou parle de ce qui s'est passé à Douala, je vais vous rappeler que hier, à Yaoundé, un gang de ces microbes-là a été arrêté et exposé. On interrogeait. Et dans la vidéo, ces derniers, ils étaient 3. Certains disent qu'ils agressent à Carrière, Cité Verte, comme Kana, Yoma Bankolo. Et parmi eux, il y en a qui agressent avec la lame de rasoir, les couteaux, d'autres agressent sans matériel. Comment est-ce qu'on en arrive là? Et qu'à Douala, par exemple, on commence du carrefour Bokom sans publicité à agresser jusqu'au carrefour Petit Pays. Voilà. Hier, comment ça se passe? Et sur cette voie-là, il y a des boutiques de vêtements, il y a des bars, des snack bars, des supérettes, des magasins. Comment est-ce que ça se passe? C'était grave là-bas, grave. En tout cas, ça fait bien évidemment parler tout le monde ici dans la capitale économique du Cameroun et nous interpellons de façon urgente le gouverneur même de la région à voir dans quelle mesure il peut avoir une réunion de sécurité rapide. Non seulement qu'il faut mettre la main sur ces gangs qui opèrent allègrement dans la ville de Douala, mais surtout rappelez aussi qu'il y a ces jours-ci finalement la banque qui a été qui a été cambriolée, mais qui a connu justement les frères des agresseurs du côté de Bamenda il y a quelques jours seulement. On s'est rendu compte que la voiture avec laquelle les opérations se sont effectuées, c'est bien sûr la voiture d'un policier. C'est assez grave quand même. Le Cameroun est le nôtre. Où allons-nous véritablement? Dominique Audrey Oyengelek, bonjour. Bonjour
Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, j'ai la voix grave parce qu'il faudrait adresser les condoléances à la famille de ce jeune garçon âgé de 13 ans qui a perdu la vie. Je crois qu'il s'appelait Njomeni Dylan Ludovic. Stéphane Ludovic. Toutes nos condoléances à la famille éprouvée. J'espère, vous qui estimez qu'on ne doit pas être violent, que la justice camerounaise rendra effectivement une justice non violente aux responsables de ce meurtre-là. Vous parlez bien de l'enfant qui a été retrouvé... Qui aurait volé le téléphone. Ah d'accord, très bien, voisin. effectivement, oui. Et donc c'est le papa qui finalement a été enfermé. Est en train de faire les frais. On va également faire un petit clin d'œil à la famille, ou à la famille du garçon qui vient de se donner la mort après avoir échoué son BEPC à Douala. On peut bien comprendre la douleur des familles aujourd'hui, mais surtout la douleur de ses camarades de classe et même de son chef d'établissement. Interpeller les gens en leur disant l'échec, c'est normal. Ça peut arriver dans la vie, il n'y a pas justement de quoi s'indigner lorsqu'on a eu un échec. Ça arrive, nous aussi qui vous parlons sur ce plateau, on a connu des échecs à l'école. Moi, j'ai fait le baccalauréat 3 fois avant de l'obtenir. Donc, il ne faut pas avoir ces regains et croire que lorsqu'on a échoué, c'est terminé pour soi-même. Non, il faut toujours tenir et atteindre ses objectifs. Donc, ça c'est difficile, c'est douloureux. Et on en profite justement ce matin pour adresser toutes nos condoléances à la famille durement éprouvée par le départ brutal de ce garçon qui a pensé personnellement justement à mettre fin à ses jours pour avoir échoué au BEPC. C'est grave. Allez, l'histoire de ce matin, Dominique Audrey, il s'agit de quoi? On reste toujours dans le même état d'esprit avec les échecs pour parler de cette jeune fille qui dit qu'elle a perdu ses parents alors que elle était âgée de 13 ans. Les deux sont décédés dans un accident de voiture. Et à part ses parents et ses grands-parents, il n'y avait personne pour pouvoir la prendre en charge. Donc une tante éloignée du côté de son père a décidé de la recueillir. Et pendant 4 années, elle a vécu sous le toit de cette femme. Elle raconte que ces 4 années ont été de la tyrannie. Elle a été battue, molestée, maltraitée par cette tante-là qui, parfois même, elle dit qu'elle se retrouvait à dormir sur la véranda parce qu'on était en train de la punir sous le regard impuissant. Je me demande bien comment c'est possible. Des voisins qui ne pouvaient pas intervenir parce que, dit-elle, à l'époque, ils avaient très peur de cette tante-là. Durant ces années, sa tante, vers la 4e année, sa tante a décidé de s'installer avec son partenaire de l'époque et a fait venir celui-ci pour qu'ils s'installent ensemble. 4 mois après l'arrivée du copain de sa tante, du compagnon de sa tante, celui-ci a commencé à procéder à des attouchements corporels sur elle en lui interdisant de dire un mot à qui que ce soit de peur de s'en voir perdre la vie. Et celui-là allait plus loin, de plus en plus, et il a commencé à la violer encore et encore et encore. Et jamais, au grand jamais, elle n'a eu le courage et la force de dire à qui que ce soit, même pas aux voisins. Et elle mentionne que cet homme-là, cet oncle-là, puisqu'elle était âgée d'à peine 16 ans, était le premier homme de sa vie. Ça dit que le conjoint de sa tante est devenu son premier homme. L'a défloré. Très bien. En la violant. En la violant, puisque le viol, c'est qu'on n'est pas d'accord avec ça. Ouais. Elle n'avait que 16 ans. Oui. Un soir, alors qu'elle sort pour aller faire une commission pour sa tante, le conjoint est rentré du travail et il y a eu une dispute qui a éclaté. Pendant la dispute, le monsieur de dire à sa tante, est-ce que tu sais même que tu ne vaux rien en tant que femme et tout? Et voilà ta nièce, elle m'entretient mieux que toi. C'était la catastrophe parce que tout le quartier est sorti et la petite, naïve, ne sachant rien, se ramène à la maison pour acheminer ce pourquoi elle est sortie. La voisine lui dit, si tu sais, si tu veux rester vivante, ne te ramène pas dans cette maison. C'est comme ça qu'elle commence à dormir dehors. Et il fallait manger, il fallait trouver un toit. Elle s'est rapprochée des femmes qui l'ont abordée dans la rue parce qu'on a remarqué qu'elle était dans un couloir tous les jours. Avec les mêmes vêtements, on l'aborde et elle subit son baptême et commence à se prostituer. 1 an après le début de sa prostitution, on est là dans les 17, 18 ans. Elle donne naissance à sa fille et elle a passé 4 ans, disons, elle est à 4 ans déjà dans la prostitution. À côté de ça, elle est danseuse, elle est stripteaseuse dans un cabaret dans la ville de Yaoundé. Et la question qu'elle nous pose aujourd'hui, parce qu'elle dit qu'elle prend goût, elle a pris goût à cela.
même les moments où elle décide d'arrêter, c'est comme elle se sent comme attirée instinctivement à y aller, à recommencer. Maintenant, sa fille a 3 ans. Comment protéger sa fille de ce métier-là? Elle aimerait avoir de l'argent, elle aimerait être indépendante, elle aimerait sortir de cette spirale. Comment faire pour se C'est dans la prostitution reconstruire? qu'elle a accouché. Oui, Elle n'a pas eu de gars. non. Son père inconnu. Très bien. Donc, comment sortir? Et à côté de ça, il faudrait qu'on interroge les gens sur la question de savoir pourquoi est-ce qu'on prend des enfants des gens pour les maltraiter après. Comment une personne normalement constituée peut laisser son enfant dormir dehors sur la véranda, que ce soit son enfant ou pas, dormir sur une véranda? Et quel est le rôle des voisins à ce moment-là, lorsque les parents décident de faire ce genre de choses à leurs enfants? Je regarde toutes les filles qui sont dans ce studio ce matin et qui sont derrière les caméras, etc., qui m'ont l'air stupéfaites justement par l'histoire que vous racontez. Et je suppose également que ceux qui nous regardent aussi à la maison sont stupéfaits par cette histoire, mais certainement très choquante en même temps. Mais comment l'analyser, comment la comprendre? On espère que nos différents points de vue sur ce plateau pourront suffisamment étayer les différents points de vue, mais attendre aussi les commentaires de ces téléspectateurs, que les téléspectateurs camerounais nous disent, pas seulement camerounais, puisque nous sommes regardés dans l'Afrique en général. Dites-nous, qu'est-ce que ça vous renseigne, ça vous renvoie comme commentaire et quelle appréciation peut-on en faire? Comment l'aider à en sortir et surtout à protéger sa fille? C'est très important. Jean Pochugnat, votre point de vue. Comment peut-on aider cette femme à sortir de la prostitution et surtout à protéger sa fille? C'est une situation pathétique, en même temps très complexe. Elle vous dit qu'elle-même, elle ne parvient pas à s'en tirer de cette affaire. Ce qu'il faut simplement déplorer, c'est le fait qu'il y a une sorte d'indifférence face à une jeune fille qui vit des moments difficiles et que cela n'émeuve personne, qu'elle se retrouve jusqu'à ce niveau-là. Bon, tant bien que mal, elle a essayé de cheminer comme elle pouvait. Elle a fait son enfant et aujourd'hui on comprend son inquiétude à vouloir protéger sa fille. C'est extrêmement compliqué. C'est quand même dommage qu'on ait perdu aujourd'hui chez nous le sens de la famille, où si vous décédez, vous laissez votre enfant ou vos enfants et qu'un proche de la famille en vient à les prendre et se met à les torturer. C'est assez de poser la question, qu'est-ce qu'il faut véritablement faire, puisque personne d'entre nous ne sait ni le jour, ni l'heure où il partira. Quand vous voyez vos enfants sont tout petits, ça doit vraiment vous stresser, ça doit vous stresser que d'imaginer qu'après vous, votre enfant subisse un pareil sort. Je pense que les organisations féministes devaient se saisir de cette affaire. Dommage que chez nous, la protection sociale n'est pas vraiment assez développée. Parce que je pense que dans les pays étrangers, les pays développés, un tel cri de détresse, certainement qu'on aurait pris l'enfant en charge. Elle-même, on l'aurait prise en charge. D'abord, voir une fillette de 13 ans ou de 16 ans traîner dans la rue. Je crois qu'il y a des services habilités pour s'occuper de ces cas. Mais est-ce que c'est le cas chez nous? Voilà, c'est pour revenir à quoi hier nous parliez du ministère de la promotion de la femme et la famille, des affaires sociales. Autant je n'étais pas d'accord avec vous que c'est à eux que reviennent, à ces deux ministères que revient le droit de surveiller tous les enfants, mais voilà un cas typique. Une fois signalé au service social, les agents des services sociaux devaient être peut-être un peu partout, une fois signalé, qu'on puisse prendre ces enfants en charge, au besoin les placer dans une. Il y a des familles qui n'ont pas d'enfants, des familles qui éprouvent quand même un certain amour pour l'être humain. Donc je pense que c'est des enfants que si c'était bien organisé, on pourrait les placer dans des familles, même comme à une certaine époque ça avait semblé marcher ici. Mais comment aider cette fille justement à sortir? Parce que là son problème fondamental c'est comment en sortir et comment protéger la fille, l'enfant qu'elle a eu dans la prostitution et qu'aujourd'hui elle ne connaît pas de papa.
Comment C'est peut-elle pour la ça qu'il protéger? D'abord, il faut un accompagnement psychologique. Elle l'a sortie de là, elle vous a clairement dit qu'elle a fait des efforts, mais elle n'arrive pas. Bon, maintenant, elle est dans ce milieu. Elle n'arrive pas parce qu'elle a pris goût. 4 ans. Oui, mais c'est son activité. Elle est dans ce milieu depuis un bon bout de temps. Vous savez que c'est comme quelqu'un qui consomme la drogue. Ce n'est pas différent des stupéfiants. Quand vous atteignez un certain niveau de dépendance, c'est extrêmement difficile pour vous de s'en sortir. Donc, il faut des services spécialisés pour la prendre en charge, lui assurer le suivi psychologique, lui assurer la survie, c'est-à-dire la survie alimentaire. Donc, vous voyez, c'est trop compliqué chez nous, c'est un peu compliqué. Donc, peut-être ce que moi je veux lui dire, c'est peut-être beaucoup de courage, mais il faudrait que les associations féministes qui disent protéger la femme, lutter pour la femme, il y a plein d'associations, là, la CAFEJ, l'association des femmes juristes, qu'on les voit souvent dans les pareils cas. Donc, je pense que c'est des dossiers comme ça qui peuvent saisir. Pourquoi ne pas mettre sur pied un fonds d'aide? Un fonds d'aide comme on en crée chez nous depuis un certain temps, un fonds d'aide aux cas sociaux Comme celui-là. Comme celui-là qui permettent de la sortir et peut-être la resocialiser. Merci. Pour revenir à une vie normale. C'est une femme justement en pleurs, en cris, en larmes, qui souhaiterait également sortir de la prostitution. Pour l'enfant qu'elle a obtenu dans cette prostitution, elle veut absolument protéger sa fille afin que celle-ci aussi ne verse pas dans la même pratique dans les jours à venir. Si jamais aussi elle en venait à mourir brutalement comme ses parents. Karine Santia, c'est un sujet qui interpelle la femme ce matin. Que dit la femme que vous êtes? Ce que je dis, la femme que je suis, ce que dit la femme que je suis, Oui. C'est que c'est une situation très très délicate. Et selon les lectures, toutes les lectures que j'ai faites, même les recherches, les différents mémoires que j'ai lus des universités de Douala et Yaoundé concernant notamment la prostitution, les origines, les explications et autres, vous comprenez très bien que quasiment 60% des prostituées au Cameroun ont été victimes de viol. Et voyant que la société s'en moquait, ont décidé de se diriger vers le métier qui, lorsque vous êtes violé, ne représente pas un danger pour vous, c'est-à-dire la prostitution. Et c'est vraiment désagréable parce que la suite d'un viol, c'est généralement le suivi psychologique. Après un viol, si la victime n'est pas psychologiquement accompagnée, elle va entrer dans la dérive, la dépression et autres. Et l'une des conséquences, c'est notamment qu'elle préfère entrer dans le métier dans lequel le sexe n'est pas si important que ça, c'est juste un moyen d'avoir de l'argent. C'est-à-dire qu'une profession libre qui reconnaît... Du coup, vous n'aurez pas besoin de subir des violences gratuitement. Vous allez pouvoir donner votre corps pour avoir de l'argent et ce sera un peu un moindre mal. Sauf que dans ce métier-là, vous avez des conséquences vraiment très fâcheuses aujourd'hui. En dehors des maladies et des infections sexuellement transmissibles, vous avez des maladies qui ne sont pas soignables. Vous avez le VIH-Sida. Elle est maman aujourd'hui. Elle aurait pu être infectée d'une maladie quelconque, d'une maladie infectieuse ou encore d'une maladie contagieuse aujourd'hui. Donc, c'est un moindre mal qu'elle soit maman. Elle aurait pu notamment être agressée parce que ces filles aussi, ces prostituées sont aussi victimes des agressions, des assassinats. Parce qu'on sait que personne ne vous cherche, personne ne va s'intéresser à vous. Elles sont parfois victimes de trafic d'organes humains. Parfois, vous voyez des corps qui jonchent les rues. On a arrêté, on a coupé la tête, on a enlevé certains organes génitaux. Et vous comprenez qu'elles sont victimes de beaucoup trop de mal, de beaucoup trop de maux. Lorsque vous voyez ces filles, par exemple, parfois se donner à certaines personnes qui utilisent des moyens mystiques pour avoir ces filles, vous comprenez qu'elles sont victimes de beaucoup trop de choses. Mais elle peut arrêter, non? Ne serait-ce qu'à vous entendre parler. Oui, c'est possible. C'est pour ça que je dis que l'accompagnement psychologique est la première étape que doit traverser une personne victime de viol. Que peu importe là, je dis même les mamans qui en allant au marché central ou au marché Sandaga se font abuser, doivent être accompagnés psychologiquement pour qu'ils puissent se refaire une santé mentale après cela. Parce qu'après le viol, je vous assure, c'est la dépression. Et si vous n'êtes pas accompagné par les membres de votre famille et par des spécialistes dans le domaine, vous allez dériver. Maintenant, pour elle, ce que moi je lui conseillerais, il y a l'association des tantines.
qui travaille aussi beaucoup dans ce domaine-là, qui pourrait l'accompagner et qui a déjà fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. Elle pourrait les contacter, notamment, même si elle va sur Facebook, elle pourra taper la page Les Tantines et elle va les trouver. Il y a aussi que, on peut dire tout ce qu'on veut du ministère des Affaires sociales, du ministère de la promotion de la femme et de la famille qui ne travaille pas sur le terrain, mais il faudra déjà qu'elle se rapproche des services sociaux. C'est-à-dire qu'elle va dans un commissariat, elle demande à rencontrer le service social et là, on va la diriger, elle va expliquer son problème et s'ils ne peuvent pas l'accompagner, c'est où maintenant elle pourra chercher un autre moyen. Mais c'est possible d'avoir un accompagnement. Très bien. Charles Mbachou, il faut quand même interpeller cette dame qui nous parle ce matin. Pour celles qui nous regardent également, elles sont nombreuses à travers le continent africain, qui certainement versent dans cette pratique, qui cherchent même à en sortir, mais qui ne parviennent pas, mais qui devraient d'abord se protéger et protéger les leurs. Alors, qu'est-ce que vous dites justement de l'histoire de ce matin? Que cette fille n'a pas de problème. Ça veut dire? Cette fille n'a aucun problème, monsieur Michel Ngachou. Une fille qui veut sortir va vous dire que j'ai vendu le piment. Une fille qui veut sortir va vous dire que j'ai acheté d'abord la tomate, j'ai commencé avec la tomate, ce métier m'a repris. Non, elle n'a pas d'intention. Laissez ça aller se coucher à la maison. Qu'elle dise concrètement qu'elle a pris goût et elle cherche à qui abandonner son enfant. Elle cherche à qui abandonner son enfant, qui va prendre la suite dans l'éducation de son enfant. Parce que je ne pense pas, monsieur Michel Ngachou, vous aimez votre enfant. Vous dites, ma fille a 3 ans, je veux donner une éducation à ma fille. Je veux. J'ai voulu laisser, mais je ne parviens pas à laisser. Ne posez pas une chose et vous dites le contraire. Je veux m'occuper de ma fille. Alors, j'ai pu amasser de l'argent pendant que je faisais cette activité pérennisante. J'ai pu amasser un peu d'argent. J'ai 100 000 francs. Que me conseillez-vous de faire avec 100 000 francs? Voilà une question qu'on peut débattre. J'ai 200, j'ai 500 000, comme on voit sur Facebook. Quelqu'un qui dit, j'ai un tonton qui m'a donné 700 000. Quel est le business qu'on peut faire avec 700 000? On commence à discuter l'une des solutions. Mais là, elle ne pose aucun problème. Elle ne pose, elle dit, elle commence par, j'ai été violée par dans mon jeune âge, on m'a amené à la maison, on m'a dit de ne pas entrer, j'ai commencé à errer et tout. Était-ce la seule tante? Était-ce le seul membre de la famille? N'y a-t-il pas eu assise? N'a-t-elle pas pu fuir pour aller discuter? Passons, on peut comprendre que la famille s'est refusée à la prendre. N'était-elle pas elle-même le problème? Là encore, il faut savoir. N'avait-elle pas les prédispositions? À 13 ans? Non, je ne le dis pas. J'essaie d'analyser. À 13 ans, vous avez des jeunes filles de 13 ans non, mais qui font ce que les filles de 20 ans ne font dit qu'elle a 16 ans, hein, pas 13 ans. 16 ans. Est-ce que les jeunes filles... Attention, vous avez des jeunes filles ici de 1 à 12 ans, 13 ans, qui pratiquent, qui dépassent même les mères de 30 ans. Hein. Les jeunes filles, je ne suis pas au niveau du viol. Je ne suis plus au niveau du viol parce que la page du viol est dépassée. Le viol a eu ses conséquences, elle s'est retrouvée dans la vie. Donc, lorsque je me retrouve là, je dis, je ne veux pas que mon enfant subisse la même douleur que j'ai eu à subir. Je prends conscience et je m'organise. J'ai un peu d'argent, ok, je vends mon piment, je vends mon eau glacée, je vends n'importe quoi pourvu que je sorte. Mais elle dit, je veux laisser. Laisser pour faire quoi? Pire. Ça, c'est pas le problème. Moi, là où je suis vraiment... Mais sans vous couper, Charles Mbachou, elle veut peut-être laisser, mais entre-temps, elle a été longtemps dans la rue. Il n'y a eu aucun encadrement, il n'y a eu aucune projection. Parce qu'elle y sort tous les soirs, elle gagne un peu d'argent, elle rentre, elle sait qu'elle a de quoi manger, elle a de quoi justement se faire des petits vêtements et tout ce qu'il faut aller avec, mais sans peut-être payer son petit loyer, mais sans penser plus loin. Qui a eu l'idée de lui dire un jour, ben écoute, pendant 3, 4 ou 5 ans que tu as fait dans la rue, tu peux sortir de là et te bâtir une petite entreprise, te bâtir un projet et devenir une femme particulière. Je connais une femme que j'ai particulièrement accompagnée, M. Michel Ngachou. Cette femme, elle avait un local. Elle avait des petits-enfants, 3 petits-enfants. Chaque nuit, elle faisait sortir ses enfants. Elle recevait les clients jusqu'au matin. Elle avait aménagé un endroit où les enfants dormaient. C'était un soir quand je rentre, parce que c'était la conscience, je rentre, je vois les enfants, ils sont assis. Vous faites quoi là? C'est des enfants qui me disent non, maman est dedans, elle avait tonton. Je commence à discuter, je me rends compte. Les enfants disent que non, toutes les nuits on est toujours couchés ici comme il n'y a pas d'agression. Je vais discuter avec la maman. Elle me raconte sa vie elle aussi parce qu'elles ont vraiment des histoires à raconter. Elle me raconte sa vie qui n'est pas loin de ce sujet. Je lui dis, bon ok, tu as épargné combien? Est-ce que tu fais des tontines? Tu fais des associations? Elle dit, elle ne fait rien. Elle vit au jour le jour. L'argent qu'elle perçoit, elle se paye des bières, elle achète sa drogue, elle achète de la cigarette. Elle m'a expliqué comment elle fonctionne avec son argent. Parce qu'il faut vraiment être drogué. Être drogué, oui.
ça. Hein. Oui, il faut se droguer. Donc, quand elle a posé le problème, on a dit, ok, il faut les mécanismes. Bon, ici, nous n'avons pas quelqu'un, elle nous dit, elle veut laisser. Comment est-ce qu'elle matérialise le fait d'être laissée? Bon, je ne vais pas lui porter, à ses critiques, mais je vais m'attaquer à cette foule qui ne fait pas foule, à ces voisins qui ne font pas famille. Lorsque vous êtes dans un quartier, M. Michel Gadjou, le premier membre de votre famille, c'est votre voisin. Le premier membre, votre premier frère, c'est votre voisin. Une petite fille de 16 ans qui vit ce qu'elle vit. On la met à l'extérieur. Les tout premières personnes à réceptionner cette fille, c'est les voisins. Pour une tentative de médiation. Vraiment, voisin, voisine, ce que tu as dit n'est pas bien, ça fait mal, mais c'est notre fille. Elle est sans parents, tu es sa mère. Est-ce que tu vas la rejeter? Est-ce que tu as essayé d'écouter cet enfant? Prends la peine. C'est la médiation. Mais aujourd'hui, votre enfant, monsieur Michel Gadjou, c'est votre enfant. Vous n'avez rien à voir avec les voisins. La preuve, hier ici, Dominique Audrey nous a dit que même donner quelque chose à l'enfant du voisin, désormais, il faut réfléchir. Revenons à ce sens de la familiarité. L'occidentalisation nous a tellement détruit que la simple substance on aurait pu qu'on sauver avait, sa vie on une aurait fois pu avec lui. sauver sa vie une seule fois. Donc, les voisins qui pensent que vous êtes voisins parce que vous êtes vivant, vous avez vos enfants, les enfants des autres, sachez qu'un jour vous allez mourir. Et le jour où vous allez mourir, vos mêmes enfants, vous allez les abandonner. Et le traitement que vous n'avez pas pu donner aux autres, on va donner la suite. Très bien, Mais merci que, beaucoup. Permettez, Jean-Paul, avec le temps qui nous est très imparti, on prendra le point de vue de Dominique Audrey sur cette question et on vous reviendra par la suite, Jean-Paul Chugnat. Dominique Audrey, comment peut-on aider cette fille à sortir de la prostitution? Moi, c'est un problème fondamental. Parce qu'il y en a aussi que nous rencontrons très souvent en leur demandant « Mais qu'est-ce qui t'y amène ?» Ils vous disent « Je ne sais pas ce qui m'y amène, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis là. » Mais comment peux-tu en sortir? C'est compliqué. Comment peut-on amener une fille qui est engagée dans la prostitution à en sortir et à se retrouver socialement parlant? L'histoire de la jeune fille est claire. Elle veut sortir de la prostitution, mais elle a l'impression d'être en captivité. Voilà. Elle veut en sortir, mais instinctivement, elle y retourne. Elle veut en sortir, mais elle ne sait pas comment faire. Je crois que Il y a un c'est pour ça projet, qu'elle a il y a un demandé. projet. Elle n'a pas de projet, justement. Non, il y a un parce projet que de sortie. une envie de sortir. Mais maintenant, l'instinct, la libido, les hormones et tout ce que vous voulez font qu'elle retourne toujours là-dedans. Et c'est justement ça. Les questions que vous La avez dépendance, posées, comme dit oui, Karine oui, Soncia. oui, Oui. on peut avoir toute la volonté d'arrêter de boire comme on veut. Mais maintenant, le corps vous dit non. Alors si je dois avoir ma bière, je dois avoir ma bière, je dois avoir ma bière. C'est comme ça. Donc, elle veut instinctivement sortir. Le fait qu'on estime que ce soit l'occidentalisation qui ait fait ci ou qui ait fait ça, jusqu'aujourd'hui, moi, j'ai jamais croisé de Bantou dans la rue. Ça veut dire que tout le monde est devenu occidentalisé. C'est pour ça que les voisins restent silencieux lorsque les choses arrivent. Où est dans la manifestation du bantouisme là? Pourquoi les Bantous ne se manifestent pas dans la vraie vie pour montrer aux Occidentaux que c'est comme ça que ça se fait ou non? Arrêtez de mettre le mal-être de tout sur l'Occident. À ce niveau, vraiment, non. Vous en faites un peu trop. Là, moi, je vais commencer par le début de ces problèmes, Michel. On construit une société... En fait, le viol résulte de la société qu'on crée. Notre société, on l'a focalisée, on a estimé qu'elle doit être patriarcale. Et par là, on a dit que l'homme est au-dessus de tout. Conséquence, ce sont les femmes et les enfants qui sont toujours violés parce qu'elles sont les enfants sont sous l'autorité et le pouvoir de l'homme. Moi, j'ai pas encore entendu qu'on ait violé un homme. Bah si. On viole les hommes tous les Si. jours. Tous les jours, des jeunes garçons, ils sont Si. violés. Si. garçon On de a deux encore ans une qui a été image, sodomisé hier. l'image du petit garçon d'hier qu'on a baladé là, un enfant qui a été violé. J'ai dit violer un homme. Oui. Ben oui, il y Oui. en a. Violer Dans les familles, oui. Je parle français. Violer un homme. Et j'ai dit les enfants et les femmes. Bien sûr, il y a les bien hommes sûr. Non. Il y a des hommes qui se font violer. Peut-être ils n'en parlent pas. Ils se font violer. Et c'est un homme qui se font violer. Ils ne veulent pas comprendre. En fait, ils veulent simplement me Dominique est en couper train pour de me dire couper. qu'à un certain âge... On ne viole pas les hommes. Voilà, sauf si je me trompe. Ah, à un d'accord. certain âge, il est difficile quand même de violer quelqu'un qui a entre... Comme la vous, vingtaine monsieur. à montant, comme vous. Or, la jeune fille et les enfants sont les plus petits garçons vulnérables. sont Très bien. vulnérables à cause de la société qu'on a voulu être patriarcale, Bon, qui nous a avons placé voulu l'homme. nuancer en disant, quand vous dites que vous n'avez jamais entendu, donc nous vous disons que c'est des cas qui Oui, existent. c'est pour ça que c'est important que les uns et les autres prennent la peine d'écouter au-delà
des émotions. Il faut écouter lorsque les gens parlent. Donc ça, voilà dans l'une des conséquences. Il y a que également, dans nos familles, on a la facilité à laisser entrer les hommes, les femmes, lorsqu'elles ont des enfants, même leurs enfants à la maison, parce que je connais une fille à qui sa mère lui a carrément dit « Je ne vais pas gâter mon père dans mon mariage pour toi ». La jeune fille, elle avait l'âge de 17 ans et elle se voyait être surveillée jusqu'au sous-vêtement par le copain de sa mère. Et toutes les fois où elle voulait essayer de dire à sa mère dit que non, tu ne gâtes pas mon mariage, tu te calmes. Donc on a dans nos sociétés ces femmes-là qui, au prix du mariage, vendent les enfants. Voilà une femme qui a voulu à tout prix dormir derrière un homme et elle a sacrifié la vie de cette petite fille aujourd'hui. Donc maintenant, pour sortir de là, je crois que... Et surtout aider cette fille à sortir de la prostitution et à conserver l'enfant et à garder l'enfant. Oui, elle a déjà son enfant, c'est un exploit. Mais comment la protéger maintenant, une autre, cette fille-là se serait fait avorter. L'enfant qui n'a pas de père, vous le protégez. Elle peut te protéger. C'est une erreur encore de ne pas avoir un enfant qui n'a pas de père. Non mais écoutez, mais est-ce que c'est parce qu'on n'a pas... Non, mais elle n'a pas dit ça. Qu'est-ce qui est grave, elle est dans Puisqu'elle forcément Charlemagne. va se retrouver à donner un autre père à cet enfant. Donc, bis repetita. Évoluons. Dominique Audrey, comment protéger cette fille? Il y a que la première étape dans la guérison, c'est d'abord de reconnaître qu'on est malade, accepter qu'on est malade. Lorsqu'elle reconnaît qu'elle a un problème, c'est déjà un pas vers la guérison. Ça veut dire qu'elle est ouverte à toutes les propositions. Maintenant, elle a simplement besoin de personnes, pas forcément de psychologues et autres, qui pourraient l'aider. Ici à Equinox, il y en a qui interviennent au niveau de regard social. Oui. Elle peut commencer à faire des traitements. Il va falloir qu'elle pense à s'entourer de personnes qui pourront lui proposer des idées de business. S'il y a même des gens, parce qu'on a une société qui est tellement stigmatisante, une femme qui s'est prostituée un jour ne sera pas éternellement une prostituée. On a été prostituée, on a été voleur, on a été braqueur, et on peut changer. Donc il faudrait que nous autres, la société, on arrête de catégoriser les gens, on arrête de marginaliser. Mais c'est pas pour autant qu'on valide la prostitution. C'est pas pour autant qu'on doit encourager la prostitution. Connaissant quand même que c'est un métier qui, pour beaucoup, on le dit, c'est le plus vieux métier du monde, mais qui n'est pas propre. Oui, qui n'est pas propre. Et lorsqu'on se rend compte qu'on s'est sali et qu'on veut se laver, il faut se laver. Et que les autres acceptent de vous donner de l'eau. Merci beaucoup, Dominique Audrey. Oui. Merci à vous, madame, messieurs. Merci de rester présents sur Equinox Télévision. Dites-nous comment vous percevez cette histoire ce matin. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais quels conseils à l'endroit de cette femme? Comment en sortir et comment protéger sa fille? C'est un sujet qui peut mettre des gens en colère également, de l'endroit où nous regardent ce matin. C'est un sujet qui peut énerver, effectivement. Et lorsqu'on parle d'énervement et de colère, il y a des sujets également qui gravitent autour du Cameroun qui énervent énormément. Charles Hamel est très en colère ce matin. Permettez-moi de vous le dire. Je m'interroge ce jour sur la question de l'insécurité grandissante et du mauvais encadrement des comités de vigilance, d'autodéfense, mieux de surveillance dans les quartiers de ce pays. Comment comprendre que les comités d'autodéfense et de surveillance aient été littéralement brisés par certaines autorités administratives, par certaines forces de maintien de l'ordre, lorsqu'on sait en ce moment qu'il y a une grosse insécurité et c'est un sujet à débattre. L'insécurité en nette croissance sans que voir les forces de maintien de l'ordre aider pleinement à la résolution de ce problème. Dans des quartiers de la capitale politique et économique du Cameroun, des jeunes s'organisent pour lutter contre le grand banditisme, parfois au péril de leur vie. Quartier Jean Vespa, quartier Madagascar, quartier Nkomkana, quartier Tinga, pour Yaoundé. Je laisse les quartiers Anguissa, je laisse les quartiers Sos, mais je parle des quartiers qu'on avait doigtés comme étant le nid de l'insécurité. À Douala, nous avons des quartiers comme Bepanda, et c'est 32 sous-appellations. Nous avons des quartiers comme Nebel, où les gens se battent chaque jour au péril de leur vie pour protéger leurs frères et leurs sœurs qui dorment. Comment comprendre que les institutions de sécurité publique s'avèrent incapables d'appliquer une politique de sécurité publique protégeant hommes et femmes
des délits et crimes. Pourtant, fin 1999, début 2000, on a mis sur pied la notion de police de proximité dans le cadre d'un partenariat avec la coopération française et a entraîné la création de plusieurs commissariats centraux en charge de la coordination des commissariats de sécurité publique, suivi de la mise en place des postes de police en nombre inconnu. Il existe plusieurs corps de maintien de l'ordre, mais qui à l'observation ne réussissent toujours pas à mettre hors d'état de nuire les brigands et bandits de grands chemins occupant les coins obscurs de nos quartiers malgré les dénonciations sous cap. N'y a-t-il pas lieu de conclure que l'État se désintéresse de certains quartiers et habitants de nos principales villes, donnant ainsi la possibilité aux populations de générer leur propre réponse face à l'insécurité réelle et ressentie? Comment est-ce que des groupes d'autovigilance sont-ils perçus par ces autorités administratives? Pourtant, il existe dans les quartiers des groupes de jeunes qui ne demandent qu'une seule chose, recevoir l'encadrement nécessaire pour aider à la protection de leur quartier. On reconnaît leur présence dans les quartiers avec les fils en plastique tendus à l'entrée des rues ou quartiers munis, vérifiant au passage l'identité des étrangers voulant accéder au site. Comment comprendre que des civils soient contraints d'assurer des tours de garde chaque jour à des heures indues, sans aucune compensation, et ont été mis eux-mêmes en danger? Comment comprendre que même informés, les autorités administratives ne prennent pas sur elles de jouer pleinement leur rôle d'encadrement? Comment comprendre qu'approchés, les membres de ces comités d'autodéfense sont rabroués par ces autorités qui disent n'avoir aucun budget alloué pour leur venir en aide? Et pourtant, comment comprendre que même les sous-préfectures se refusent le droit de légaliser l'existence, mieux de donner des moyens permettant en principe l'achat du matériel, demandant aux différents membres de ces comités d'aller rencontrer le gouverneur? De quoi ont-ils expressément peur? Telle est la question qu'on a appelé à se poser pour nos principaux quartiers de ville. Savez-vous que les comités utilisent des sifflets, des torches, des cordes, des gourdins et des machettes, ce qui nécessite un investissement de départ couvert en partie ou en totalité par certains bonbons des quartiers? Savez-vous que ces mêmes comités d'autovigilance se retrouvent parfois dépassés et abandonnés malgré les appels par les FMO au vu de l'armement de certains gangs de braqueurs qui viennent parfois lourdement préparés dans les quartiers? Comment comprendre le fait pour les forces de l'ordre d'incriminer fortement l'existence de tels comités d'autodéfense, car, disent-ils, ils n'ont pas confiance en leurs actions, pointant du doigt le nombreux dérapages qu'elles occasionnent et leur manque de professionnalisme? Comment comprendre par ailleurs le fait pour certains responsables d'unité de négocier avec les populations de certains quartiers quand on parle d'unité, unité de force de maintien de l'ordre, qui préfèrent négocier avec les populations de certains quartiers afin de leur octroyer une surveillance calibrée au quotidien? Dans certains quartiers, on dit verser à certains policiers 50 000, 100 000 pour qu'ils puissent faire sillonner à un moment donné de la nuit ou 2 à 3 fois et intervenir rapidement. Était-ce vrai? La question se la pose lorsque chaque fois qu'il y a eu existence d'un comité de vigilance, lorsqu'il y a eu coup, au lieu de s'en prendre aux véritables coupables, généralement, ce sont ces personnes des comités de défense qu'on interpelle, qu'on torture, qu'on bastonne. Pourtant, ils n'ont eu qu'une seule et bonne intention, celle de protéger le quartier. Devraient-ils continuer effectivement à le faire quand ils sont très souvent indexés dans ces cas-là abusivement? Vous l'avez très bien dit, Charles Amem-Bathiou, et nous tentons de comprendre leur rôle, leurs actions, mais surtout le fait qu'ils sont très souvent pointés du doigt, et c'est bien dommage. Jean-Paul Chouniat, ces garçons, pour la plupart que l'on retrouve dans les quartiers parce qu'il y a insécurité, et qui, lorsqu'il y a un fait assez grave quand même, qui soit pointé du doigt, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce que parmi eux également, il y a des personnes de mauvaise moralité qui peuvent s'infiltrer et dénaturer l'organisation de ces comités d'autodéfense? Ça, c'est une évidence, parce que on ne connaît pas la moralité des différents membres qui constituent ce comité. Et donc, quand il y a quelque chose, une situation qui tourne mal, ce que les forces de maintien de l'ordre font, c'est d'interpeller tout le monde pour comprendre. Parce qu'on doute
de la bonne foi. Il y a des gens qui peuvent se cacher derrière un comité de vigilance ou un comité d'autodéfense pour mener d'autres opérations qui, à première vue, ne sont pas visibles. Donc, c'est vrai que, je ne sais pas si ça se fait toujours comme ça, c'était l'époque même quand vous deviez rentrer dans l'armée, il y avait une enquête de moralité. Donc, des individus qui se constituent en comité d'autodéfense, il faut bien connaître leur moralité. De quoi, est-ce qu'à un moment donné, ils ne vont pas penser qu'ils sont de véritables gendarmes et policiers et vouloir se comporter un peu comme des hors-la-loi, je veux dire des hors-la-loi maquillés. Donc, quand on suit parfois certaines sorties des autorités administratives lorsqu'un gang est neutralisé, on demande toujours à la population de coopérer avec les forces de maintien de l'ordre parce qu'il ne faut pas aussi l'oublier. Le policier ou le gendarme n'est pas un devin. C'est-à-dire qu'il reste là, il sait qu'en ce moment, si à Makepe Missoké, on est en train de braquer ou on est en train d'agresser quelqu'un à tel endroit. Donc il y a toujours un renseignement qui doit être fait, même un renseignement, on appelle ça un renseignement prévisionnel, à savoir que quand vous voyez des gens qui sont un peu suspects, qui ont l'air bizarres, il faut tout de suite prendre les dispositions qui s'imposent. Il y a le numéro 117, 117 pour la police, je crois 113 pour la gendarmerie, dénoncer. Mais il y a un autre problème qui se pose. Il y a des cas où on vous dit clairement qu'il n'y a pas de carburant pour faire l'intervention. Donc, je pense que parfois, ces hommes en tenue, d'autres peuvent le dire de bonne foi. Et il faut évidemment que, parce qu'il y a un problème, on dit souvent que les chefs font la rétention des moyens de déploiement sur le terrain. Donc, il faut mettre les moyens à la disposition des éléments pour qu'ils puissent accomplir pleinement leur travail. Et je pense que c'est à ce titre que Charles Amel Bachou a interpellé le délégué général à la Sûreté nationale, le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, parce que c'est quand même curieux. Les microbes dont évoquait Charles Amel, on a vu une fois sur cette rue, des gars partis de la rue de la Brocante jusqu'au niveau des sapeurs-pompiers en Gaudy. Oui. Et c'est un policier qui avait suivi la scène, un policier de la circulation, avant d'appeler le renfort. Donc, elle est toujours bien d'informer les forces de maintien de l'ordre. Il faut aussi qu'il y ait des moyens pour leur permettre de réagir de façon prompte. Je ne peux pas comprendre comment des gens peuvent agresser de Pocom jusqu'à la direction technique d'Orange Cameroun sans être inquiété. Est-ce qu'on a donné le renseignement qu'il fallait? Les gens ont appelé. Voilà. Bon, les gens ont appelé, ça veut dire que si les forces de maintien de l'ordre ne sont pas venues, ça c'est encore un autre problème. Très bien. Karine Sontia, est-ce que c'est la preuve également que nos forces de maintien de l'ordre, qui sont très attendues sur ces terrains-là, ne réagissent toujours pas de façon proactive? Oui, justement, mais l'existence du comité de vigilance en lui-même prouve déjà la faillite de l'État tout entier. Parce qu'il je ne vous ai pas suivi. L'existence même du comité de vigilance ou encore des autodéfenses, oui, ça démontre déjà de la faillite de l'État tout entier. C'est fort, ce que vous dites là, Karine. À assurer la sécurité des citoyens. Je vais m'expliquer. Lorsque les citoyens eux-mêmes décident d'assurer leur propre sécurité, ça veut dire qu'autour d'eux, on a trouvé que les forces de l'ordre et autres n'arrivent pas à le faire, soit n'ont pas les moyens pour le faire. Voilà. Du coup, on se donne ce genre d'objectif-là, c'est-à-dire de barricader les routes à une certaine heure, de réclamer des documents au passage des uns et des autres, des véhicules et des piétons et autres. C'est ce qui se passe généralement dans les quartiers. Ça veut dire qu'on contrôle ce qui entre et ce qui sort du quartier à une certaine heure. Le moyen conservateur. Sauf que ces comités de vigilance aussi peuvent s'avérer être néfastes pour les mêmes populations qu'ils disent protéger. Parce qu'ils sont souvent recrutés sur la base des critères qu'on ne peut pas maîtriser et contrôler. C'est-à-dire que parfois, c'est arrivé dans une localité, un chef de quartier décide par exemple de mettre sur pied des jeunes du quartier qui savaient parfois être un peu forts, montrer une certaine violence dans leurs actions et autres. On les prend, on les place là. Parfois, ils sont muets d'une idéologie, je ne sais pas, ethnique et autres. On les prend, on les place et à un certain moment, ils peuvent fonctionner comme une milice. Parce que s'ils réussissent à implanter leur pouvoir, ils vont
prouver aux populations que ici c'est nous qui commandons et c'est nous qui faisons la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il peut y avoir une dérive de la gestion même des comités de vigilance si jamais l'État en lui-même ou encore les forces de l'ordre ne s'imprègnent pas de la situation. C'est pourquoi on interpelle aujourd'hui le délégué général de la sécurité nationale pour que des enquêtes, pour que même ces mouvements, c'est des mouvements qui nécessitent d'être infiltrés proprement tel qu'on le dit. Parce que si vous avez des gens qui ont la même idéologie, les mêmes intérêts concernant la sécurité des uns et des autres, dites-vous qu'à un moment, il va se dire que mais je vous protège et même pourquoi. La prochaine fois, il faut que je mange ma part, par exemple. Et lorsque quelqu'un va venir dévaliser une maison dans le quartier, il va sortir de là, il suffira qu'il donne son passe, il paye sa part pour mais les actions quand même qui posent autour de la sécurité des quartiers, il y a des actions concrètes qui sont reconnues aujourd'hui. Oui, justement, je ne refuse pas, je dis c'est bien, c'est une bonne idée. Sauf que c'est un mouvement qui doit être contrôlé par l'État. Il doit être même infiltré à un moment donné. C'est pour ça que je dis que abandonner la sécurité des citoyens aux citoyens eux-mêmes, c'est délicat. C'est pourquoi on parle de l'universalité de la défense. Parce que partout où il doit avoir un citoyen, il doit foncièrement avoir quelqu'un qui pense comme un policier, mais qui n'est pas un policier. Du coup, c'est là où s'implique la police, la gendarmerie. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Merci à vous, Karine Santia, madame, messieurs. Comprendre également le rôle que joue la police dans ces quartiers, peut-être la minorité des agents de police et même des forces de sécurité qui peuvent à même veiller sur la sécurité publique dans ces quartiers. C'est un réel problème. Qu'est-ce qui peut expliquer ces manquements aujourd'hui? On en parlera avec vous dans le cadre de la deuxième partie de votre talk show 10-12 le Zénith, madame, messieurs, qui se poursuit. Nous vous rappelons que vous êtes sur Equinox Télévision. Au-delà de l'image, nous vous rendons toujours compte. Bonjour à vous, madame, messieurs. Merci de prendre la deuxième partie de 10-12, le Zénith à l'instant, avec la grande famille toujours au complet, qui revient sur les réalités concernant les comités de vigilance dans nos quartiers et le travail de SAP qu'ils font en même temps pour sécuriser les populations et leur permettre de garder ne serait-ce qu'une brindille, oui, de liberté, de mouvement, d'aller et venir. Et il faut saluer bien évidemment ces jeunes dans ces quartiers et qui, parce qu'il y a de l'insécurité très très grandissante, s'emploient également à protéger ceci. Mais on sait aussi très souvent que les familles sont appelées à faire des petites contributions pour les aider à bien veiller la nuit, pour s'offrir ne serait-ce que des vêtements et être à chaud. Il y en a également qui font un travail assez excellent. Dominique Audrey, quand même, vous dites justement que le travail qu'ils font est fort appréciable. Oui, l'environnement dans lequel j'ai évolué à Mini-Ferme notamment, dans les années... À Melaine? Oui, Mini-Ferme dans les années 2010, puisque quand on est en route là-bas, quand on entre, il n'y a pas de commissariat. Donc dans les années 2010, sensiblement, si je me souviens bien, il y a eu une série de cambriolages. Je ne sais pas si vous avez été témoin auditif d'un cambriolage. Je veux dire que vous êtes dans votre maison, vous entendez comment quelqu'un se fait agresser dehors et vous ne pouvez pas sortir. C'est traumatisant. Donc maintenant, il faut savoir que ces membres de comité de vigilance c'est tout le monde. Ce sont nos frères, nos maris, nos pères, nos petits frères, nos amis qui décident, dont à Melaine par exemple, ont décidé de se mettre ensemble. On a organisé des réunions et c'était les hommes, les grands qui pouvaient supporter de veiller toute la nuit en faisant des patrouilles, qui ont décidé de se mettre ensemble. Et on a eu des vagues, ceux qui travaillaient cette semaine, ceux qui travaillaient ce jour pour permettre aux autres de se reposer, ainsi de suite. Et dans les différents foyers, les différentes maisons, il était question que chacun donne à partir de 1000 francs. C'est vrai qu'il n'y avait pas de montant arrêté, mais 1000 francs le mois. Par concession, on pouvait se retrouver à donner 10 000. Par foyer, on donnait 1000 francs. Et tous les mois, on donnait sans que ça ne pose aucun problème. Et durant la nuit, on les entendait courir après les bandits. Oui. Il y en a, je connais malheureusement, il est décédé, qui a perdu un pied parce qu'en sautant, il a sauté, il s'est foulé un pied et après il a commencé à boiter. Mais il a toujours gardé le sourire parce que la fierté, parce qu'il savait que c'était pour protéger sa mère et ses frères qui vivaient dans ce même quartier. Donc ce sont des hommes qui mettent leur vie en danger parce que imaginez-vous qui rencontrent ce qu'on a appelé les microbes, par exemple. Quelqu'un vous dit en vous regardant dans le blanc des yeux que j'agresse avec la lame, ils auraient pu mourir. Il vous présente la lame qui est entre tous ses ongles, ses doigts. Voilà. Il vous montre comme ça, il fait semblant de vous gifler. Scarification. Il vous blesse comme ça. Donc ce sont des personnes qui jusqu'aujourd'hui, je crois que
à cette époque, du moins à Mélène, pour le cas que je maîtrise, ils s'en sont toujours bien sortis sans l'entremise, sans avoir le doigt du gouvernement, parce que les populations qui ont fini par se rendre compte que si on appelle la police, ils vont vous demander sont-ils armés, ils sont au nombre de combien, qu'est-ce qu'ils vous ont pris et tout. Il n'y a pas de carburant. Bêta, nos enfants, on le fait ensemble, on se protège, on s'entraide. Et vous, c'est vrai qu'on ne peut pas payer une vie, on ne peut pas payer votre vie, on ne peut pas payer vos nuits, mais c'est de façon symbolique qu'on se cotisait pour donner de l'argent à ces gens-là. Et je crois qu'aujourd'hui, que ce soit à l'extrême nord, surtout à l'extrême nord, ces comités de vigilance ont fait leur preuve. Parce qu'il faut être honnête et reconnaître que la police ne peut pas être partout. Et en même temps, et à certaines heures, elle ne viendra pas. Donc on a besoin de ces gens-là. L'encadrement est bien. Mais maintenant, si c'est un encadrement qui va venir faire des personnes qui vont aller faire les manifestations dehors, devant les ambassades après, non. Bêta, les Camerounais, entre nous, entre eux les Camerounais, se décident de se cotiser pour les financer. Sans qu'il y ait une mainmise qui va venir noircir le tableau. Charlemagne Bathiou, c'est une activité à pérenniser dans les quartiers, mais surtout à encadrer par la police camerounaise qui est démunie en termes d'effectifs. Monsieur Michel Ngachou, je ne sais pas si vous avez résidé dans un quartier où, lorsque vous sortez le matin, vous voyez un écriteau. Mon ami, c'est bien écrit sur une barrière. Si 18h30 attrape dehors, ne rentre pas. C'est écrit. Vous allez à Bonabo, vous allez voir. Je vous prends un seul cas, le quartier Bonabo. Ici à Bepanda, c'est mentionné. 18h, te trouve dehors. C'est mentionné, c'est celui-là. C'est des pistes. Reste dehors, ne rentre plus au quartier. Vous avez, je vous prends encore notre coin, monsieur Michel Ngachou, couloir d'or. Vous avez entendu parler de couloir d'or? À Télégal. Monsieur Michel Ngachou, je vous donne avec des coins bien précis où là-bas l'insécurité a fait son nid. Même là, vous avez des endroits ici que la police n'entre pas. Hein? Même les cars de scie n'entrent pas, les pick-up de scie n'entrent pas. Ils vous servent dans vous avez des populations qui sont abandonnées. Où les mamans, vous avez des jeunes qui arrivent, les gars qui traversent, ils viennent dans la cuisine de la maman, ils l'ouvrent comme ça, ce qu'ils trouvent avec. S'ils ramassent la louche, c'est quoi, ils portent seulement, ils partent. Parfois, c'est les mamans qu'on vole. Vous voyez jusqu'à quel niveau on peut arriver. Vous avez des gens qui se plaignent. Vous avez des gens qui rentrent tard, qui travaillent parce qu'ils travaillent au port, parce qu'il est à l'hôpital, ils rentrent à des heures indues. Vous avez des gens, regardez les manifestations. À la salle, vous voyez quelqu'un, venant au mariage, il vient avec deux paires de chaussures. Un paire de chaussures pour le qui porte à l'entrée de la salle et l'autre pour courir. Parce qu'il se met en position. Monsieur Ngachou, si vous avez vécu ça, vous devez comprendre. Ça peut faire rire, mais c'est pas risible. Vous devez comprendre ce que c'est que le comité. Mais c'est pas risible. C'est des gens qui se lèvent en disant, mais bon Dieu, on est en train de nous agresser tous les jours. On est en train de nous poignarder. Nous avons des cas, des gens qui sont à l'hôpital. Il faudrait qu'on s'associe. On va voir le chef de quartier. Aucun comité d'autodéfense ne naît sans le chef de quartier. On va voir le chef de quartier. Le chef de quartier dit, faites la liste, vous me remettez, je vais aller déposer. Vous faites la liste des différentes personnes. Il va voir le sous-préfet. Le sous-préfet dit, vraiment, avec vos histoires, on parle de MRC, on parle de ceci, vraiment, ceci. Je n'ai pas essayé d'aller voir plus haut. Je vous donne l'information. Allez voir plus haut. Le chef prend, il va voir plus haut, ou c'est le préfet, il va encore, le préfet dit vraiment, vous savez, la situation est tellement délicate, on ne peut pas, vraiment les gens disent, on peut signer quelque chose comme ça, vraiment c'est mieux d'aller voir chez le gouverneur, vraiment on comprend vos intentions. Pendant ce temps, vous avez des populations qui se plaignent. Le chef revient et tous les jours, il est en train d'alerter. Il alerte au commissariat. Mon commissaire, ça ne va pas. Mon commissaire, ça ne va pas. Là, Bilonguer. Je vous cite des quartiers Bilonguer. Vous allez, le chef se plaint. Oyak. Il se plaint, quartier Bamenda, il se plaint que mon commissaire, ça va le camdi de laisser. Si ça ne va pas appeler. Le chef est obligé de rentrer, de prendre sur lui en disant, mais vraiment, on ne peut pas laisser que des gars viennent nous terroriser constamment. Vous avez des gars, monsieur Michel Ngachou, qui sautent les draps. J'ai dit des bandits, vous le poursuivez, ils sautent les draps. Regardez la dimension des draps. Et vous vous arrêtez. Et vous arrêtez. Donc, ça veut dire que toute la journée, il vient, il enjambe. Il s'entraîne. C'est compliqué dans les quartiers. Pourquoi on ne fait pas les patrouilles? C'est vrai que je vais quand même. J'explique, vous voyez. Non, mais ça peut faire rire. Je dis, c'est pas risible parce que. Les gens doivent comprendre. On va déjà s'excuser auprès des téléspectateurs qui nous regardent en disant
Nous ne rions Est-ce qu'ils pas sont des autour de souffrances des l'homosexuel? populations, nous ne rions pas des difficultés que vous traversez, mais c'est justement les caricatures, les images qui l'entourent, qui nous amusent un tout petit peu. Mais il faut quand même faire quelque chose, Charlamagne, parce que lorsque la police vous dit par exemple, permettez Karine Santia, lorsque la police vous dit par exemple que nous ne pouvons pas nous déplacer, nous voulons l'argent du carburant pour venir. Comment vous expliquez que la police vous demande l'argent du carburant alors qu'il y a un fonds national que la direction générale, la sûreté nationale met à la disposition des commissariats pour agir instantanément face aux questions de sécurité dans les quartiers? Michel Gadjou, quand ces comités, ils attrapent un bandit, ils ne lynchent pas, parce qu'on les accusait de lyncher, de favoriser, d'encourager la justice populaire. Ils appellent les forces de maintien de l'ordre. Je ne veux pas ici indexer un quelconque corps. Ils appellent. Lorsqu'on arrive, on se saisit du bandit. Le lendemain matin, à 6h, 7h, le même bandit passe, vous fait ça. Vous avez fait quoi hier? Il s'en va. En vous disant que préparez-vous au retour. Voilà. Et ça, on l'a vécu à Makéa. Ça, on l'a vécu au niveau de Nebel. Le gars même est assis dans le pick-up. Le pick-up, on est venu se saisir de lui. Il est dans le pick-up, il dit que attendez-moi à 16h. Si vous dormez en paix cette nuit, attendez-moi à 16h. Il est dans le pick-up avec des gendarmes menottés. Et à 16h le soir, vous le revoyez là, il est au quartier. Donc ça devient questionnable. Vous avez ces forces de maintien de l'ordre qui arrivent en disant non, les agresseurs, ceux qui vous agressent dans le quartier, c'est ceux que vous avez placés comme les comités de vigilance. Cotisez dans l'argent, vous me donnez. Vous nous l'avons organisé. S'il y a n'importe quoi, vous nous appelez, on déploie. Vous avez des quartiers qui sous-cap donnent de l'argent, oui, qui payent certains, je n'ai pas cité les forces de l'ordre, qui payent certaines forces de maintien de l'ordre, monsieur Michel Gadjou. Non, c'était Denver par exemple. Non, n'aie pas peur. Si vous allez citer, on peut parler de leur paume, on peut parler, il y a plusieurs quartiers où les bobos, même Bonacoso, où les bobos, certains bobos, les quartiers résidentiels où certains bobos disent qu'on va aller saluer le Kougouma, le chef de terre, et on gère la situation. Donc, pendant ce temps, on abandonne les gars des quartiers pauvres. Mais si vous arrivez dans les quartiers, ces gars font un travail de macabre. Il peut y avoir des bébés galeuses, tout de même que dans les autres corps. On a eu des militaires braqueurs, on a eu des policiers braqueurs, on a eu des gendarmes, assassins et tout. On a toujours retrouvé dans ce même corps. Mais je pense que les autorités administratives, sous-préfets comme préfets, devraient prendre sur eux au moins d'encadrer. On vient dans un quartier, comme Bepanda, comme Kolmintak. Est-ce qu'il y a les forces de maintien de l'ordre dedans? 2 ou 3. On le réquisitionne, donc vraiment, surveillez-nous ça, on vous confie ce pôle parce que vous y habitez, surveillez-nous ce pôle, comment est-ce que ces gars travaillent, rendez-nous compte. C'est possible de le faire. Merci beaucoup, Charlamagne. Merci. Jean-Claude Chignard, vous avez ajouté sur cette question une interpellation à faire? Oui, peut-être que, vous voyez, Charlamagne parle des quartiers qui payent pour la sécurité n'a pas de prix. Donc, vous ne pouvez dormir en paix que si vous savez que vous êtes en sécurité. Mais il faut quand même encourager ces comités d'autodéfense qui font un travail énorme. Il y en a qui sont propres. On n'a pas dit que tous sont, mais parmi eux... C'est toujours tout beau. Voilà. Donc, ce qu'il faut quand même déplorer, c'est que si, au niveau des différentes unités de force de maintien de l'ordre, et que quand on appelle l'élément que vous avez au bout du fil, vous dites qu'il n'y a pas le carburant, je ne sais pas, ce n'est pas lui qui gère le carburant, donc peut-être que lui ne vous dit que ce qui est réel, parce qu'il y a des chefs qui font de la rétention des moyens qui sont mis à leur disposition pour véritablement travailler. Ce n'est pas tous, mais il y en a. Il y a empêcher les voisins qui veulent... Et c'est pour ça que quand leur hiérarchie est convaincu qu'un chef a posé un acte qui n'est pas correct, ils sont lourdement frappés, lourdement sanctionnés, ça on le connaît. Maintenant, l'aspect qui me semble aussi important dans cette affaire, c'est que vous avez évoquant le cas des forces de maintien de l'ordre qui, on est obligé de prendre un peu d'argent pour assurer la sécurité de certains quartiers, mais ça pose quand même un problème comme si la sécurité est faite pour certains, la sécurité n'est pas faite pour d'autres. C'est ce qu'on vit. Et il faut aussi signaler que la question de l'insécurité, rarement, même dans les pays les plus développés, rarement on a résorbé de façon totale et définitive l'insécurité. Donc il faut toujours s'adapter. C'est un travail permanent. Voilà, c'est un travail permanent. Ouais. Vous payez les pays qui sont émergents, un pays comme le Brésil, vous avez le plaisir d'aller dans certains quartiers. Franchement, en journée, vous voyez, tout le monde est un peu comme drogué, des quartiers extrêmement difficiles. Vous vous posez la question, est-ce que les forces de maintien y vont? Donc si à un moment donné... Dans les favelas, hein? Oui, si à un moment donné,
l'insécurité prend des proportions inquiétantes, on peut toujours revenir avec ce qu'on avait fait dans les années 2000, l'opération, c'était encore quoi là? Le commandement opérationnel. Oui, à un moment donné, il faut nettoyer. S'il y a déjà des quartiers où les forces de maintien de l'ordre ne peuvent pas entrer, ça pose un sérieux problème. Ça veut dire que c'est une partie... C'est bien dangereux que vous... validiez justement le commandement opérationnel. Monsieur Ngatou, nous avons des ONG qui nous regardent ici, qui diront par la suite que les finances à valider justement cette approche-là. Monsieur Ngatou, non, laissez-moi finir. Quand je dis commandement opérationnel, tant qu'on aura des mauvais individus au milieu de la société, on ne va pas, parce qu'on ne veut pas le commandement opérationnel, qu'on va continuer à laisser la population souffrir. Charles Hamel vous a dit qu'il y a des quartiers où la police ne peut pas entrer. Oui, mais dans ce commandement opérationnel, quand on a un quartier où l'insécurité a fait son nid et que les forces de maintien de l'ordre ne peuvent pas, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la vitesse supérieure. Oui, mais justement, souvenez-vous de notre district de Bépanda. Qu'est-ce qu'on dit? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas résolu. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. On ne peut pas. Est-ce qu'on doit Parce qu'on peut aussi donner un mauvais renseignement. Quelqu'un peut vous donner un mauvais renseignement en disant que dans cette maison-là, il y a beaucoup de bandits là-bas. Et donc, du coup, on peut même induire les forces de maintien de ces opérations. Et puis, n'oubliez pas que ces enfants qui volent, pillent dans les quartiers, ce sont nos enfants, on les connaît. Qui sont dans les maisons. Ils sont dans les maisons. Merci beaucoup, Jean-Paul Chouignat. Allez, madame, monsieur, dans un instant, on prendra vos nombreuses réactions laissées sur les plateformes 10-12 Le Zénith ou encore Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live. Vous avez également le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et comme à l'accoutumée, on va prendre vos messages tout de suite et maintenant avec Karine Santia. L'État a mis à disposition de toutes les unités de maintien de l'ordre des véhicules pour diverses missions, entre autres des patrouilles de jour comme de nuit. Dommage, aucune patrouille de jour comme de nuit n'est aperçue alors qu'elles ont un rôle très déterminant qui dissuade les bandits. Emmanuel Emanjo qui a écrit Les ça. voitures là, c'était 6 au départ, je pense que mes souvenirs sont exacts. Beaucoup sont tombés en panne. Il y a une seule qui couvre Akwa, Bonandio, village, qui retourne par Yassa, qui revient par Nyala. Vous parlez d'une seule voiture? Je dis ce que je vois, on observe, c'est une voiture qui tourne, il y a l'autre qui est à Bonabéry. Donc je crois qu'ils se sont répartis. Je ne me fais pas expert de la police, mais je dis, ces véhicules, au départ, vraiment, on les apercevait en nombre dans la ville, mais depuis peu, c'est pratiquement les mêmes qu'on observe parfois. Je peux me tromper, mais beaucoup, même ceux qu'on approche, ceux avec qui on discute, nous font comprendre que les véhicules sont tombés en panne, il n'y a pas eu de moyens pour réhabiliter ces véhicules. Merci. Donc, Merci. Ça revient à ce que disait Jean-Paul Chouignat. Est-ce que l'argent a été donné? On n'a pas dépanné les véhicules. C'est encore une interpellation. On attend de voir. Karine. Peter Aaron qui dit que la police, la gendarmerie, l'armée et même leurs armes ont été des malfrats à un moment donné quand ils participaient au pillage avec des pactoles à gagner qui sont très énormes. Cette fille ne va jamais arrêter la prostitution, elle aime l'argent et son niveau de vie est élevé. Harold Ndong. Nos forces de l'ordre sont devenues des forces ordre politiques et gambistes. Ils ne bougent que pour mater les opposants et prévenir leurs actions, ou bien pour mater les Amba Boys ou prévenir leurs actions. Donc ils ne peuvent plus rien faire contre les grands bandits vu qu'il aura même des personnels. Vu qu'il y aura manque de personnel, autant pour moi. L'insécurité à Douala Yaoundé, c'est trop. Je ne sais pas comment ça se passe. Leslie Mbundaki écrit. Le gouvernement a failli à son devoir de protéger les citoyens. Malheureusement, beaucoup de groupes d'autodéfense sont constitués par des jeunes du quartier sans emploi et du coup, ils voient une occasion de se faire de l'argent. Kwayep Djongam qui nous a écrit ce matin. Ce n'est pas de se faire de l'argent. Pourquoi? Je vais expliquer. Je prends une zone comme boulangerie, la zone boulangerie de la paix. Il y a des comités d'autodéfense là-bas. Ils sont combien? 20 pour combien? 300 000 francs le mois. C'est-à-dire toute cette zone, cotiser 1 000 francs, 500, 200, 100 francs, ça fait 300 000 francs le mois. Pour 20 personnes, calculez, ça représente quoi? Ça ne représente rien, c'est juste des jeunes qui sont au quartier parce que le banditisme... Ça fait 15 000, hein? Oui, j'ai dit, c'est que je le dis, oui. Voilà, vous avez calculé, c'est 300 000 francs. Parfois, c'est des jeunes aussi qui travaillent. Un monsieur qui rentre du travail, il dépose sa main. Il dit qu'aujourd'hui, chérie, c'est mon jour de contrôle. J'ai essayé, dans la préparation, j'ai essayé d'approcher des groupes de comités d'autodéfense. Ils disent que rarement, ils dépassent 500 000. Ils sont à 200. Parfois, vous avez des gens, vous venez toquer, ils disent, je n'ai rien. Parfois, c'est quelqu'un qui arrive, il gagne, c'est une petite élite du quartier, il gagne, aujourd'hui, il donne 50 000, demain, il donne 30 000. Donc, voilà un peu comment les gars se retrouvent. Ce n'est pas un taux
qu'il faut absolument payer. Tout à fait. Mais les gens qui sont souciés et conscients disent que je dors déjà en paix. Il faut contribuer. Il faut Parfois, contribuer. c'est pas. J'aimerais juste ajouter un petit point. Parfois, ce ne sont pas des sans-abri et des personnes qui n'ont pas de travail. Hein. Et dit parfois, ce sont des messieurs qui rentrent du travail, ils gardent la voiture, c'est son jour de contrôler, il y va, il joint les autres C'est la et ils le font. participation à la sécurité. Participation. Donc, c'est pas forcément des gens qui travaillent pas. Merci, Karine. Les policiers et les gendarmes, l'armée peuvent arrêter les malfrats car ce sera un manque à gagner pour eux. La manne qui tombe du ciel, argent facilement gagné. Alors, vous parlez de prostituées sans savoir combien elles sont utiles. En Ukraine, elles nous ont beaucoup aidé à garder mon équilibre biologique. Oh ben non, on tente tant bien que mal de dire que c'est pas à encourager de toutes les façons. C'est vraiment pas à encourager. Faudra juste que l'auteur de ce message valide aussi que sa fille fasse ce métier. Très bien. Mais c'est pas à encourager, vraiment. Ouais. Il faut le dire parce qu'on a des petites sœurs qui nous Si regardent. elle ce nous matin. aide, L'État du Cameroun condamne la prostitution. Elle est condamnée par l'État du Cameroun. Malheureusement, mais si l'État du Cameroun condamne la prostitution, allez là, Yaoundé, vous êtes à... vous êtes C'est où dans à, l'État du Cameroun. non, on a Yaoundé, je parle bien de... À l'intendance, par exemple. Allez à l'intendance, allez quelque part là, derrière le ministère de la Communication. La tolérance Allez, administrative. c'est un peu partout dans la ville. Attends, Mais la qu'est-ce qu'on tolérance. fait donc pour pouvoir... Mais vous n'avez pas de quoi ça ici à un moment donné à Douala. Qu'est-ce qu'on a fait justement? Je peux vous assurer que désormais, quoi ça multiplié par 10. Hein? J'ai pris C'est la peine... faites un tour là-bas, c'est J'ai pris la multiplié par peine, 10 par j'ai rapport à pris la la peine, je rentrais dans la ville dimanche autour Et de ils ont 22 diversifié h. les zones. Je suis passé par Aqua, exactement. Aqua, la rue justement Aqua Palace, justement. Mais il faut le dire, à 22 h, 23 h, elles sont positionnées en bordure de route tout le long de cette ruelle. On sait qu'elles sont là. Mais maintenant, si vous dites que l'État du Cameroun n'encourage pas, qu'est-ce qu'on fait donc? On peut aller discuter avec cette femme. On peut les amener justement à ressortir en leur disant c'est pas la bonne, C'est le c'est pas travail le du bon chemin. MINAS, c'est le travail du MINAS, c'est le travail de MINPROF, c'est leur travail. Elles servent donc à quoi? Oui, C'est-à-dire que les gens chercher qui des sont dans ces partenaires ministères. à une certaine époque, M. Michel Parce que nous avons nos sœurs et nos mamans qui sont dans les Monsieur rues à Michel vendre Gatou. le sexe. Mais c'est Il pas, y avait c'est pas, des c'est pas projets pour raisonnable. les filles mères. Il y avait des projets pour des filles, Des jeunes filles désœuvrées, inadaptées jeunes filles sociales. désœuvrées, inadaptées. Ces projets ont continué de voler de l'époque d'Aïdio. On commandait des machines. On prenait ces filles dans les quartiers. On les formait qui en broderie, qui en ceci. À la fin de la formation, elles avaient l'obligation de former les autres en contribuant avant de partir. C'était comme ça que la chaîne Et avait entre-temps, été mise il y en avait un place. travail psychologique, Il y avait un travail justement. psychologique qui avait Très été mis. important. Aujourd'hui, Véritablement. vous allez arrêter. Parfois, des policiers organisent des commissariats, Des rafles. organisent des rafles. On rafle 300 jeunes policiers. Vous allez les envoyer où? À quel endroit? Vous allez en faire quoi? Vous allez en faire quoi? Voilà les réponses qu'ils vont vous dire que bon, on les garde autour 3 jours, 4 jours. Vous On allez les encore libère. recommencer. Non, vous allez encore recommencer. On les remet dehors. Comme elles sortent de là, Elle rentre là-bas. c'est pas pour rentrer à la maison, elles repartent encore là-bas que bon chef, on vous attend sur place. Allez, certainement les messages rapidement. L'autre jour, Karine. dans mon quartier à Makepe, un jeune homme se faisait poignarder en plein jour. Lorsqu'on a appelé la police, elle n'a pas décroché et après l'incident, ils sont venus. Mais trop tard, pourtant le 10e est à quelques mètres. Cameroun, j'ai compris ce jour-là que être protégé, c'est avoir les relations. Ce commissariat mérite qu'on ouvre une enquête sur eux. J'ai subi trop de tortures dans ce commissariat. Pourtant, j'étais de l'autodéfense juste parce qu'il était en collaboration avec ce dernier. Seul Dieu sait ce que j'ai subi là-bas pendant 5 jours en cellule et c'est au parquet que le procureur m'a libéré. Civilian de Ben Kilian. Ça veut dire que ça, c'est une victime justement Oui, mais je vous ai dit que c'est comme ça. des abus Oui. policières. Alors qu'il était là pour protéger les citoyens, un travail que la police doit faire. Ces abus policiers-là, c'est assez grave. Vous quand allez à même. New Daido, il y a Est-ce des qu'on peut- comités de vigilance. Vous allez à Grand Ça veut dire Moulin, que le comité commissaire de du vigilance. 10e, Carrefour c'est le dixième, Pendaison, récemment où comité de on s'est rendu compte qu'un taximan a été tué par un... C'est quoi ce 10e, non? Ouais, ouais. Encore le 10e. Toujours le 10e en tout cas, voilà. Merci à vous, madame, monsieur, de rester présent sur notre antenne. N'oubliez pas que vos réactions nous font toujours chaud au cœur et merci de garder cette attitude d'interactivité avec les sujets qui sont importants pour chacun d'entre vous. Mais pendant qu'on parle quand même de ce sujet d'insécurité, je voudrais ici rappeler qu'il y a un quartier vraiment extrêmement dangereux à Yaoundé dont on ne parle pas, c'est le quartier Briqueterie. Je ne sais pas comment les gens vivent à la briqueterie. Je sais pas comment est-ce qu'on vit à la briqueterie. Et là, je l'assume véritablement. Allez bien voir. On a le commissariat du 2e à Mokolo. Je ne sais pas s'il y a
20 personnes au commissariat du deuxième Mokolo qui peuvent intervenir à Briqueterie. Parce que la Briqueterie, il y a Mokolo, il y a Tingel Lobby, il y a Madagascar, il y a Nkomkana, il y a Obala. Non, c'est Tingel Lobby en fait qu'on appelle Obala. Mais C'est un problème d'effectif. c'est assez grave quand même. C'est assez grave. À côté de ça, vous avez la brigade de Madagascar qu'on appelle la brigade du Kassav. Comment vous expliquez? Est-ce que l'effectif peut suffire à pouvoir traquer véritablement les personnes de mauvaise moralité qui jonchent ce quartier et qui commettent des crimes en longueur de journée? Michel, on passe à la revue des réseaux sociaux. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose qui m'échappait. Régulièrement, on prend des gangs de bandits dans les quartiers, même les grands bandits. Le lendemain, ils sont dehors. J'ai discuté avec plusieurs policiers qui vous disent qu'eux-mêmes ils sont fatigués d'interpeller les mêmes gens tous les jours. Ils arrivent au parquet, le lendemain ils sont dehors. Donc vous voyez, c'est aussi des attitudes. Il y a une corruption systémique, oui, même au niveau de la justice. C'est pour dire que ce sont des méthodes qui n'encouragent pas aussi la police ou la gendarmerie à faire véritablement leur travail. Il y a un qui m'a confié un jour que chaque fois, là j'étais à Bafoussam, il dit que chaque fois qu'il sort en opération et qu'il est convaincu qu'un bonhomme est un bandit de grand chemin, qu'il a eu le temps de bien l'identifier avec les différents témoignages des gens très connus. Donc le jour où il sort, il va en opération. Qu'est-ce qu'il fait? S'il parvient à mettre la main sur ce dernier, il lui dit carrément tu as ta chance, tu es sauvé. Il lui demande de partir rapidement. Et quand il se retourne pour partir, il finit avec lui, comme on dit au quartier, parce qu'il est fatigué. Mais encore attendez, parce qu'il est fatigué. Lorsque vous abattez, on se rend compte que vous avez justement mis à mal l'un des éléments d'un gang. Et les gangs, justement, on connaît bien, sont contrôlés également par quelques membres justement de cette police-là qui aujourd'hui semblent contrôler parce qu'ils se servent de ces gars pour le renseignement. Alors ça devient également un problème pour le policier lui-même ou le gendarme en question. Vous voyez donc, si ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité, déjà au sein du corps, il y en a qui partisent avec les... Vous voyez que le travail devient difficile et ça mêle tout le monde. Je vous le dis, le policier, il me l'a dit, il était vraiment abattu. Oui. Abattu d'avoir fait un travail extraordinaire, neutraliser une bande de malfrats et le lendemain, ils sont dehors et le bonhomme vient faire tout pour venir passer devant lui pour qu'il le voie. Vous voyez à quel point... Donc c'est pour dire que le mal, il est systémique. On va passer le temps à tirer sur certains éléments, mais il y a des éléments qui sont propres, qui ne demandent qu'à faire leur travail. Il y a bien le faire. Malheureusement. Donc les magistrats aussi, les magistrats qui sont rentrés dans ce jeu-là, où quelqu'un arrive au parquet, on le libère, il faut aussi les interpeller. La revue des réseaux sociaux, Karine Santia, mais on va quand même rappeler avant cette revue qu'à l'époque de Fauchivé, on sait comment ça se passait en même temps. Une fois j'ai dit ça, je ne dis plus rire. Karine Santia, la revue des réseaux sociaux. Le renseignement systématique. On va commencer par cette vidéo encore qui épouse bien la colère de Charles Armel de ce matin. Cette vidéo de jeunes malfrats qui sévit dans la ville de Yaoundé. Ils se font appeler généralement les microbes et chacun a son matériel d'action. Ils témoignent les lieux où ils font souvent leurs agressions, carrières, cités vertes comme Kana, Oyomabam, Bankolo. Ils opèrent parfois à la lame de rasoir. Pour celui qui a le couteau, il dit qu'il est habitué à la lame de rasoir, mais cette fois-ci, il ne sait pas comment il a fait pour avoir un couteau. Et celui qui a le poignard qui est pointu là, que vous voyez bien, il dit qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser le matériel. Et puis celui du milieu là, il dit qu'il partait seulement chez son frère et il s'est retrouvé. Donc vous pouvez écouter. On peut les écouter donc avec Santia. Fort, hein? J'habite à la carrière. J'agresse souvent la cité verte au Yomaban. Avec comme arme blanche la lame. C'est aujourd'hui la première fois que je suis avec le couteau. Aujourd'hui. Je m'appelle Maman Abacha Ibrahim, j'habite à Komkana. Moi, je trouve avec mes amis ici. Pour faire quoi? Pour agresser. Et tu agresses avec quoi? Moi, je me mets comme ça. Moi, ne porte pas le matériel grand. Parle fort! Je n'ai pas le matériel grand. Et toi? Moi, je m'appelle Abdou Maliki. J'habite à la carrière.
Un pas soit au Mabang. C'était vérité. Le bancoulot, Pour faire quoi? agressé, Parlez fort. agressé. Ok. On ne me regarde pas. Idiot. Déjà, il faut bien sûr le dire, hein, les images Parle sont d'elles-mêmes. suffisamment graves. Lorsqu'on regarde ces enfants, ils sont tout petits, ils sont tout jeunes. Tout jeune. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que les parents aussi n'ont pas Santé, les microbes. une responsabilité? Parce qu'il y a des familles monoparentales aujourd'hui, sans trouver des prétextes, qu'à un moment donné, Dominique Audrey, où on a des enfants qu'on abandonne et qui sont enrôlés dans des quartiers. Je vais vous le dire, moi je viens de Komkana. Moi je le dis toujours, je viens de Komkana, où l'un des où ceux du milieu dit qu'il sort. Moi je sors de Komkana. Et je suis derrière l'immeuble Macabo. Je suis derrière l'immeuble Macabo en Komkana. Alors, nous qui avions grandi là-bas, très jeunes, il y avait des gangs, des brigands de très grands chemins. Là, je parle des affaires de la fin des années Ils étaient 90. vieux ou jeunes? Je parle des Ils étaient vieux ou jeunes? C'était les grands frères du quartier. C'était les grands frères du quartier. Ils ne Et ce s'attaquaient sont pas. les mêmes grands frères du quartier qui ont tout fait pour mettre de côté. Mais moi, je vous dis, je n'ai jamais vu le banga. Je vous le dis à mon dos, je n'ai jamais vu le chanvre indien. Je ne connais pas comment on joue aux cartes. Mais quand j'y vais aujourd'hui, je vois mes petits frères là-bas, au quartier, je me demande, mais est-ce que le même quartier où moi je suis né, j'ai grandi, c'est le même quartier que vous gardez aujourd'hui? Est-ce que parfois on se dit, mais est-ce que c'est passé, papa et maman étaient à la maison, qu'on a pu au moins être sauvés? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui que nos petits frères se retrouvent dans des affaires pareilles? Dominique Audrey, comment vous expliquez ça? Comment c'est assez énervant quand même, non? Oui, je vois les larmes dans vos yeux, Michel. Les explications peuvent être multiples. Dans notre voisinage, généralement, vous avez cette famille-là où la maman ne fait pas grand-chose à part donner naissance à des enfants. Le papa également n'a rien. Conséquence, le matin, quand vous vous levez, par exemple, pour aller jeter la poubelle à 6 h du matin, vous voyez un des enfants de votre voisine en train de faire le tour des bars, alors que les bars sont déjà fermés pour chercher des pièces. Parce que ces enfants ont faim. Le papa joue au jeu de hasard, au jeu de loterie. La maman n'a rien. Si elle ne trouve rien à préparer, si la voisine ne lui donne pas un verre de riz, elle n'aura rien. Les enfants commencent à être la plupart du temps dehors parce qu'ils cherchent de quoi manger. Et de fil en aiguille, on se retrouve avec des amis, avec des groupes, on marche ensemble. Et après, on se dit, tu vois la fille qui vient là en face, là, non, on va la wash. Ça commence comme ça. Ce sont les Elle a termes le qu'ils terme. adoptent dans les quartiers. Hein. Oui. Lui, la wash, non, c'est-à-dire Oui. qu'on va t'agresser. Vous avez au moins connu la wash. Bien sûr. Vous ne connaissez pas les Ben, cartes, vous ne connaissez Tu pas ne les connais pas les cartes. cartes. mais vous connaissez le la langage. wash. Non, ça, très honnêtement, Des le langage, cartes. j'ai le langage, on sait comment s'exprimer en franc-anglais. Ça, on sait C'est tous. pas juste le Mais maintenant, C'est le langage les atypique. pratiques n'ont pas été justement cette Donc, vision on partagée. commence par lui enlever ses chaussures et on essaye de vendre. Ça commence même par ces enfants-là qui volent les sans confiance. Permettez, Donc, c'est la Dominique, fin. à l'époque au lycée de Tinga où j'ai mon baccalauréat, Moi aussi. oui, il sortait de la camarades de classe se sont briqueterie. retrouvés. Il sortait de la briqueterie et il venait attendre les enfants sortis de l'école. Oui. Quand vous sortez des classes, effectivement, Taxe. ils disent ah, je reconnais ma chaussure. L'autre dit ah, je vois mon sac. L'autre, mais c'est très grave. te déshabilles. Et la briqueterie, effectivement, je vous dis, je ne sais pas comment ils y habitent. dangereux. Je ne sais pas comment les gens parviennent à y vivre. Mais les Camerounais y habitent. Vraiment. Jean-Paul Chouniat, vous voulez intervenir? Oui, oui, mais en indiquant que si vous vous étonnez comment on habite à la briqueterie, quelqu'un d'autre s'étonnera comment on habite en Komkana. Oui, effectivement. C'est... Non, non. Je voulais simplement indiquer que, vous voyez, beaucoup de jeunes aujourd'hui qu'on voit dans cette situation, un enfant, depuis le bas âge, n'a que subi des frustrations, abandonné à lui tout seul. À un moment donné, il se révolte contre la société. Ça veut dire qu'il vous voit, vous êtes bien, oui, vous êtes bien, vous avez vos parents. Et lui, il se pose la question de savoir pourquoi lui doit être dans cet état. Donc, du coup, il est dans une situation, comme on dit un peu au quartier, de sagat. Donc, lui, il n'est plus, il a presque tout perdu. Et donc, du coup, il se livre à ce genre. Ce n'est pas pour justifier ce qu'ils font. Il se livre à Mais nous, on a des grands frères au quartier. Hein. Non, là-bas, Ils nous regardent ce matin qui ne riaient pas. C'est-à-dire que. Ben, eux, ils n'agressent pas leurs voisins. Hein. On a des grands frères, quand on te voit même au quartier, il est après 18 h, on te demande mais qu'est-ce que tu fais là? Rentre chez toi. Mais nous, on obéissait. Pourquoi nous obéissions? Que les grands frères qu'on avait dans les quartiers à l'époque, ils étaient certes des bandits de grand chemin, mais ils étaient responsables. Pourquoi je dis qu'ils étaient responsables? Ils ne permettaient pas aux enfants du quartier
de venir même seulement passer là où eux ils jouent aux cartes, ou même là où ils sont en train de... Effectivement. Ils ne permettaient pas. pas les Ils ne enfants. permettaient pas. Ouais. Et puis en même temps, ils étaient, même si ce qu'ils font n'était pas bien, mais ils étaient un peu comme une sorte d'autodéfense du quartier. quartier, on Il ne était veut pas. impossible pour un gars de parti d'ailleurs de venir opérer dans le quartier. Effectivement. Donc, quelque part, ils assuraient la protection des leurs, si je peux le dire. Ils allaient opérer ailleurs, mais ils protégeaient les leurs. Donc, il faut indiquer simplement que ce qu'on vit aujourd'hui, il y a une démission de la société. Ce que l'enfant du voisin fait ne m'intéresse pas, parce que si je me mets à corriger l'enfant du voisin et qu'il lui advienne quelque chose, me voilà dans une affaire dont je n'en sortirai pas. Donc, Prenons l'avis de Charles Hamel sur cette question-là. Nous sommes arrivés à l'ère où l'interdit au moins de 18 ans est devenu le permis au moins de 18 ans. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, ceux qui fument la drogue, ceux qui consomment le tramadol et tout, c'est les moins de 18 ans Les moins de 18 qui ans. sont entrés à l'intérieur. La consommation de biens, ceux à 6 heures du matin, 5 ans, vous traversez, ceux que vous voyez assis en train de consommer atrocement de l'alcool, 3, 4, 5, 6, tables 10, chargées. les tables chargées, non, les tables Salies. noires ou les tables Ouais, c'est pas salies, chargé. c'est encore les moins de 18 ans. Vous allez vous rendre compte que depuis la convention sino-camerounaise, l'une des actions bénéfiques qu'elle aura apportées, c'est les jeux de 100 francs. Les jeux de 100 francs. Il a fait disparaître les pièces. Les jeux de hasard de Les 100 jeux de francs. hasard, le pari foot. Non, nous ne sommes pas là. Les Non. machines à sous pour collecter les Non, pièces. je parle des Chinois, monsieur Michel. Ah, d'accord. Attention. Des je Parle parle des jeux à machine. des jeux de Les machines tapés, des tapés. Chinois qu'ils posent tous les petits qui avaient entrées dans complètement les coins. disparu. Même dans les quartiers, là où il y a les machines à écraser. Et ça n'a l'air de rien. Cela n'a l'air de rien. Là où les machines à écraser, là on vient écraser l'arachide de maman à la maison, là on vient écraser les tomates, ils positionnent ça là. Ça ne coûte rien, c'est 100 francs, 50-50. Vous allez vous rendre compte, monsieur Michel Ngachou, que des gestes comme cela, on a négligé. Mais les jeunes ont pris goût, voler 100 francs, voler 1000 francs à la maison. Après, ce n'est plus ça, on se retrouve dehors en train de prendre. Oh, à une certaine époque, je crois que le président Idjo avait réfléchi à cela. Lorsqu'on attrapait des enfants après 18 heures dehors, on vous raflait, on n'avait pas besoin de chercher à savoir si vous vous avez parents ou affectait dans pas. une autre ville. Non, on vous affectait pas dans une autre ville. ramène dans Directement, l'armée. c'était vous remettez dans l'armée. Si ce n'était pas dans l'armée, si c'était pas l'armée, on vous envoie des plantations de conjons. Beaucoup de Dans gens une se sont autre retrouvés Ouais. à travailler de ce côté. On vous prend à Yaoundé, on On vous vous prend à envoie Daro. même à Bétamba. À Bétamba, Ça, on ne tout trouve le pas. monde sait. Je crois que le MINAS et le MINPROF doivent véritablement travailler en Non, concertation arrêtez. avec les autres Non, départements. Vous n'appellerez pas des ministères qui ne font rien. On va dire que Equinor c'est dur. Non, il faut et les qu'on en appeler. le mais vous appelez, mais où Vous avez sont-ils? travaillé. Qu'est-ce qu'ils font? Dissolve alors. Ils ont des budgets annuellement et ce qu'on vit là est quand même inacceptable. En tout cas, parlons de ça, madame, messieurs, dans un instant. Le temps pour nous d'aller voir exactement ce que nous propose notre frère et ami, comme tous les matins, Consti Lamine avec le projet, le concept Salaka, qui nous retrouve à l'instant. Le temps pour lui, bien sûr, de bien s'installer. Et nous allons avec lui parler de 1001 tapis dans un instant. Consti Lamine, qu'on salue et qui nous retrouve à l'instant. Plateau B, c'est parti. Bonjour Consti Lamine. Bonjour Michel Gatiou, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients du concept Salaka. Ces clients dont je ne cesserai de renouveler ma confiance et tout en leur rappelant que vous aviez encore pratiquement 5 jours pour vivre la double réduction spéciale anniversaire du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Oui, c'est des téléspectateurs qui me regardent en ce moment et qui n'ont pas encore passé leur commande ou alors qui ont besoin d'une seconde marchandise du côté du magasin 1001 tapis. Vous aviez encore 5 jours de double réduction du côté du magasin 1001 tapis. Par exemple, les couvre-bouteilles qui coûtent d'habitude 1500 francs, vous les aurez à 1000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Nous allons baisser les prix sur tout ce qui est au magasin 1001 tapis. Les prix qui vous seront communiqués tout à l'heure sont les prix de promotion, mais à l'occasion de l'anniversaire de Consti Lamine, vous allez recevoir une double réduction du côté bien sûr du magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur de Douala au quartier Aqua. Nous allons tout de suite commencer par la première marchandise du jour. C'est bien entendu les tissus d'ameublement. Oui, je dis bien les tissus d'ameublement. Ceux qui ont besoin de revertir leurs meubles à la maison, vous les avez à 1000 francs le mètre linéaire. Mais à l'occasion de l'anniversaire de Consti Lamine qui se poursuit jusqu'au 31 août 2020, vous avez les tissus d'ameublement à partir de 750 francs le mètre linéaire
hier du côté du magasin 1001 tapis. Commandez dès à présent et soyez parmi ceux-là qui vont bénéficier de cette double réduction. On est également depuis ce mercredi matin l'arrivage sur les laptops. Oui, un laptop Pentium M. Oui, pour ceux qui sont titulaires, les élèves, les étudiants, les travailleurs, chacun devrait avoir un laptop. Un laptop à 55 000, mais à l'occasion de l'anniversaire de Constilamine, vous l'achèterez à 50 000 francs ce laptop. Je fais une réduction de 5 000 sur le laptop de 55 000 francs. Suivez mon regard. Un laptop Pentium M, 60 Go de disque dur, 1 Go de RAM, lecteur DVD, processeur 1.7 de marque Dell avec garantie qui coûte normalement 55 000, mais à l'occasion de mon anniversaire jusqu'au 31 août 2020, je vous donne ce laptop à 50 000 francs avec garantie. À côté bien sûr du laptop, on parle bien sûr de l'arrivage des robots mixeurs de 12 000 qui sont de retour au magasin 1001 tapis. C'est depuis ce mercredi matin que Constilamine a reçu un important arrivage des robots mixeurs de 12 000 francs. Mais alors, vous les achèterez à moins de 12 000 au magasin 1001 tapis. C'est neuf, c'est dans le carton, c'est avec garantie. Profitez de cet anniversaire, profitez de cette double réduction pour commander ce dont vous avez besoin. La suite nous conduit rapidement à un grand woofer. Oh là 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 là, regardez la présentation physique. Il a 3 baffles, il a la télécommande, il a le Bluetooth, il prend la carte mémoire, il prend la clé USB. C'est un woofer de très très bonne qualité. Il est dans le carton, il a un son laser numérique capable d'animer tout un anniversaire à la maison. Vous l'avez à 35 000, mais à l'occasion de mon anniversaire, je vous le donne à moins de 35 000 francs jusqu'au lundi 31 août 2020. On a également des bouilloires pour bouillir de l'eau. Au lieu de 6 500 francs, vous les achèterez à 6 000. Une bouilloire électrique, une bouilloire neuve, une bouilloire en inox. Au lieu de 6 500 francs, vous les achèterez à 6 000 jusqu'au 31 août 2020. On parle également toujours dans cette émission ce matin des régulateurs de tension numérique. Vous les avez bien entendu normalement. Ça coûte à partir, on a également des ordinateurs complets. Merci à la réalisation. Un ordinateur complet qui coûte d'habitude 45 000. Mais vous l'avez à 40 000 francs. Oh là 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 là. Un ordinateur à 40 000 francs. Il n'y a que le concept Salaka pour le faire. Au lieu de 45 000 francs, je vous donne cet ordinateur complet avec garantie, tout installé à l'intérieur à 40 000 francs. Profitez. Commandez là. N'attendez pas la fin du stock. N'attendez pas la fin de la promotion. On parle également toujours dans le concept Salaka, un régulateur de tension à partir de 16 000 francs, mais vous l'achèterez à moins de 16 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. La suite nous conduit rapidement à des fers à vapeur. Regardez comment c'est beau. Pour dire tout simplement, ne demandez plus virgule, les fers à vapeur virgule, aux voisins, point virgule, parce que le concept Salaka vend les fers à vapeur à moins de 7 500. Oui, un fer à vapeur à moins de 7 500, il n'y a que le concept Salaka pour le faire. Laptop Core i5, ça coûte normalement plus de 200 000. Mais la promotion, c'est 135 000. Mais à l'occasion de mon anniversaire, je vous donne ce laptop à 130 000 francs, accompagné de plusieurs avantages. Un laptop Core i5, 250 Go de disque dur, 4 Go de RAM, lecteur et graveur DVD, vous l'avez à 130 000 au lieu de 135 000 au magasin 1001 tapis. La cerise sur le gâteau, un robot mixeur, il est grand, il a 6 lames pour le bol à eau, il a 4 lames pour le bol à sec, il coûte normalement 24 000 francs, mais à l'occasion toujours de cette grande promotion, vous l'achèterez à moins de 24 000 au magasin 1001 tapis. Les grands fers à vapeur, regardez comment c'est nyanga, regardez comment c'est stylé. Vous les avez donc à moins de 12 000 au magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika. On a également toujours l'arrivage des grands robots mixeurs
à 4 fonctions. Ça hache la viande, ça hache le poisson, ça écrase les condiments secs, ça fait les jus de fruits. Regardez ce robot mixeur ailleurs, il coûte 125 000. Mais comme je suis le représentant de ces robots mixeurs, vous les avez à moins de 58 000 au magasin 1001 Tapis. Je vous donne le prix de la double réduction. Vous les avez à 55 000. Ce robot mixeur complet, 4 fonctions, ça hache la viande, ça hache le poisson. Vous les avez bien entendu à 55 000 au magasin 1001 Tapis. 1 litre de Magica, au lieu de 6 000, vous l'avez à 5 500 francs. 1 litre de Magica, le nettoyant universel qui permet de nettoyer les salons en cuir, les meubles. On parle également toujours de plus en plus de votre grand oufeur à moins de 35 000 au magasin 1001 Tapis. Chers téléspectateurs, nous allons tout de suite conduire avec les rallonges. Vous les avez à moins de 6 000 francs. Elles sont solides, elles sont d'origine. Vous les avez à moins de 6 000 au magasin 1001 Tapis. C'est à Douala au Cameroun. Regardez l'intérieur de la maison. Oh là 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 là. Michel Gachou, regarde ces lustres. Vous les avez à moins de 40 000. Les lustres de qualité supérieure au magasin 1001 Tapis. Quelle beauté, quelle décoration. Toujours avec le concept Salaka. Je vais également rappeler à tous nos téléspectateurs les Magica, les bouloirs, les régulateurs de tension, les fers à vapeur, les laptops. Merci. Tout ceci, c'est à Salaka. Et n'oubliez pas le morceau de savon de 400 grammes que je donne gratuitement à tous les clients ce mercredi au magasin 1001 Tapis. Merci. 40 000, c'est fort pour moi, de toutes les façons. Allez, madame, monsieur, merci de rester avec nous sur les antennes Equinox Télévision. C'est 10-12 le Zénith. Karine Santia, il y a des réactions quand même de nos téléspectateurs. Hein. Il faut quand même les honorer. Concernant la colère de M. Mbachou, je dirais y a-t-il une politique de sécurité au Cameroun? Le 20 mai, on voit les choses défiler. Tu te dis bien, donc il y a tout ça au Cameroun. Bref, le Cameroun est une vraie jungle. Chacun pour soi et chacun est roi dès qu'il est le plus fort. C'est pire que le Mexique, me disait un ami français. Si des comités de défense doivent faire la sécurité, même de façon légitime, ça va virer à la mafia. La mafia en Italie, c'est ça. On vous offre notre protection et vous devez nous payer les sommes de plus en plus grosses. À un moment, les intérêts changent de sens. Le comité devient le racketteur et là, je rejoins l'autre pensée. Donc il faut faire quoi? Les bandits. Il faut l'interdire. De plus, il continue en disant que de plus, les bandits étudient comment marchent ces comités et savent comment frapper. Mais il faut une chose, que les Camerounais ne cèdent pas le terrain aux bandits. Il faut une... Non, on ne va pas arriver à la révolte populaire. C'est très long quand même. Hein. On ne va pas arriver à la révolte populaire. Il faut écrire de façon Celle qui n'a pas connu ce que vit cette petite fille ne peut vraiment pas comprendre. C'est dur, très dur d'être passé un jour par là. Quel qu'en soit ton âge, c'est horrible et difficile à oublier. Certaines filles se jettent parfois dans la prostitution pour panser les blessures de cœur. Vous verrez des personnes qui feront tout pour s'éloigner, mais rien. Mami Tonta Prada. Tu penses que les bandits sont des inconnus? La population les connaît tous. Au lieu de dénoncer le fait que les populations ne les dénoncent pas, elle ouvre son gros... Voilà. Dans un pays où les jeunes sont écartés et c'est les vieillards qui dirigent, on ne peut qu'avoir ce genre de résultats négatifs dans tous les domaines de la gestion de la société. Je suis encadreur sportif, non loin de là où j'exerce mon activité, ici en face de la gare routière de Bonabéry. Ces délinquants, fumeurs de chanvre et défenseurs d'armes blanches, détenteurs d'armes blanches, sont là au vu et au su des forces de l'ordre. Le commissariat du 19e arrondissement est non loin de là. Ils ont besoin de carburant. Chacun Bernard. C'est à Sébec, au niveau de Sébec plus précisément, parce que lorsqu'ils parlent, Sébec, à l'entrée de Sébec, l'hôpital de Sébec, là, ils sont assis là. À des heures, si vous arrivez là-bas tôt, j'ai eu l'occasion de mener des enquêtes, vous allez voir des forces de maintien de l'ordre qui viennent sur la moto. Ils viennent à l'entrée de la moto, il y a une personne qui les attend. La personne dit on fait semblant de saluer là, c'est terminé, demain ils s'en vont. On lui donne quelque chose alors? Mais je sais pas, je n'ai jamais vu. Peut-être il se salue. On ne sait jamais. Donc. Allez, on va, Karine, rapidement. Oui, à quoi servaient les caméras qu'on avait dit mettre dans les rues? Un autre message et les communiqués, voilà, un autre message, le régime de Feman, la police même a peur, ils sont là par réseau et non par capacité.
Quand on appelle la police, ils demandent si les bandits sont armés. C'est Marie-Jeanne qui a écrit. Dans certains pays, on met une sorte de prime en fin d'année par rapport aux actions menées. On peut dire, pour le commissariat qui aura réalisé le plus grand nombre d'exploits, il y aura une prime de temps. Il y aura une prime de 100 000, une prime d'1 million. Je dis quelque chose tout bête. Vous allez voir, ils vont se déployer. Je crois qu'il faudra aussi des moyens pour pouvoir faire bouger les lignes, parce que ce qui est envoyé depuis le sommet n'est forcément pas reçu par la base. Et je vais pas plus loin. Il faudra se déployer, ne pas aussi arrêter les gens à tout prix parce qu'on va atteindre l'objectif. Hein. C'est aussi vrai. Merci à vous. Merci pour vos nombreuses réactions, madame, messieurs. Vous êtes vraiment nombreux à le faire. Et nous allons d'ailleurs en passant ici dire qu'il y a des jeux de hasard qui sont reconnus au Cameroun et qui sont bien encadrés pour pouvoir les pratiquer. C'est avec un certain respect et les générations sont bien attendues là-dedans. Allez, rapidement, on va retrouver Kansi Lamine. Revenez et vous nous parlez cette fois-ci des languettes. C'est comment, c'est bio? Languette médicale. Très bien, merci. C'est même bio, c'est bio. Parce que tout ce qui est naturel, tout ce qui est simple est bio. Okay, Alors, on vous écoute. Alors, merci donc Michel Gatchou. Une fois de plus, le concept Salaka s'installe chez vous pour faire des ventes en direct. Je l'ai toujours dit, hein, on n'a plus besoin de se déplacer. On peut rester à la maison à partir de 10h, se connecter à l'émission 10-12 de Zénith, la seule et vraie émission qui vous permet, grâce au concept Salaka, de faire des achats en direct. C'est la qualité, c'est les prix les plus bas et c'est plusieurs avantages parce qu'au concept Salaka, le client est un partenaire. Oui, le client est un partenaire parce que ce client-là contribue à la bonne marche du concept Salaka. Alors à l'instant, nous allons parler des languettes médicales. Vous avez vu le spot tout à l'heure. Ces languettes médicales viennent de plus en plus résoudre les problèmes de ceux qui ont les douleurs au niveau de la plante du pied. Oui, vous ne parvenez pas à marcher, vous ne parvenez pas à bien dormir, vous avez du mal à vous mouvoir, vous avez du mal à courir, vous avez du mal à sauter comme la tisse. Alors, voici la solution pour ceux qui ont des douleurs au niveau de la plante du pied. Oh là là, ça fait tellement mal quand on a des douleurs, que ce soit la plante du pied, que ce soit au dos, que ce soit sur les cuisses. Ces douleurs font tellement mal. Alors aujourd'hui, pour éradiquer au fur et à mesure et totalement les douleurs à la plante du pied, vous avez les languettes médicales qui sont en vente du côté du magasin 1001 tapis grâce au concept Salaka. Ces languettes médicales s'utilisent de la manière la plus simple. Il suffit tout simplement de les enfiler à l'intérieur de votre chaussure. Vous avez deux paires, une paire de languettes. Vous avez le pied gauche et le pied droit. Vous les enfilez à l'intérieur de vos chaussures et vous les portez. Vous allez ressentir au fur et à mesure un changement. Aujourd'hui, ils sont des milliers de téléspectateurs qui sont en train de retrouver le sourire grâce à ces languettes médicales. Le temps de rappeler également à nos téléspectateurs que la douleur à la plante des pieds peut occasionner plusieurs autres douleurs. Regardez bien sûr le spot, regardez-le attentivement, regardez les acteurs qui sont sur ce spot, regardez les éléments utilisés. Rien que tous ces éléments montrent l'authenticité, la qualité de ces languettes médicales que vous retrouverez au magasin 1001 tapis au prix de 6 500 francs. Oui, je rappelle que 6 500 francs est le prix qui a été arrêté par les clients et le promoteur pour permettre à chacun d'avoir une paire de languettes. Le prix normal de ces languettes est de 8 000. Le prix qu'on a arrêté après enquête, après étude, après concertation est de 6 500 francs. Mais dans le cadre de la célébration de mon anniversaire qui s'est célébré le 20 août dernier et qui se poursuit jusqu'au 31 août 2020, j'offre à tous les clients une réduction spéciale. Donc, les languettes, vous les achèterez à 6 000 francs
la paire de languettes médicales. C'est avec garantie. Oui, je dis bien une paire de languettes médicales. Vous les avez à 6 000 au lieu de 6 500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Nous allons parler rapidement des modalités de livraison. Alors ceux qui ont besoin de commander, que ce soit la languette médicale, que ce soit le correcteur de posture, que ce soit le Earlys Up, que ce soit le robot mixeur, quel que soit l'article, appelez le concept Salaka. Nous livrons dans tout le Cameroun. On n'a pas besoin de se déplacer, on n'a pas besoin de venir à Douala. Restez dans vos villes, relevez le numéro de téléphone, appelez-nous de lundi à dimanche. Vous nous passez votre commande, nous vous donnerons les modalités de livraison. Et n'oubliez surtout pas qu'à Salaka, on ne dépanne pas, mais on remplace. Merci beaucoup, merci. Steve, vraiment, on vous a compris ce matin et merci encore pour ces grands moments de vente que vous nous livrez sur cette antenne d'Equinox Télévision. Nous allons saluer à nouveau Charlamagne Bachou, Karine Santia, Jean Pochuniat et Dominique Audrey, tout en vous disant merci d'avoir pris part à cette édition de 10-12 le Zénith de ce matin. J'ai failli dire bonjour chez vous en même temps, nous ne sommes pas en radio. Merci à vous, madame, messieurs, de nous regarder comme à l'accoutumée. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 10h, mais ne partons pas comme ça sans exprimer justement notre salutation au peuple malien et aux Maliens qui sont bien sûr au Cameroun. À demain.